Oui, bonjour. Bon, l'idée de faire une conférence sur l'hydrogène, on a déjà fait, je crois, il y a 2 ans ou 3 ans sur l'hydrogène. Et la nouvelle idée de faire une conférence sur l'hydrogène est indépendante des événements d'Ukraine, qui nous rappellent quand même que l'indépendance énergétique, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Parce qu'aujourd'hui, contrairement au calcul officiel, en fait, on importe 75% de notre énergie, en gros, en énergie finale. C'est l'énergie finale qui compte, parce que l'énergie d'une centrale nucléaire, c'est de la chaleur d'abord, avant d'être de l'électricité. Donc il faut... Donc voilà. Donc il faut effectivement, demain, et le préparer aujourd'hui, aller vers de nouveaux modes d'utilisation. Alors, c'est pas que les énergies fossiles vont disparaître. Tout le monde est bien d'accord là-dessus, mais si demain elles vont peut-être progressivement coûter de plus en plus cher. Alors aujourd'hui elles ne coûtent pas plus cher, puis d'un seul coup elles coûtent un peu moins cher parce qu'on fait quelques trous supplémentaires qui vont durer quelques années. Mais dans le long terme, on est certain qu'il faut aller trouver de nouvelles sources d'énergie. Une source d'énergie importante, enfin pas une source d'énergie, un vecteur d'énergie important, c'est l'électricité. L'électricité, comme vous le savez, ça ne se stocke pas. Donc, quand on a fait du nucléaire, on a fait aussi des centrales de pompage-turbinage, qui était une façon de stocker l'énergie la nuit et de la restituer au moment où on en avait le plus besoin. Aujourd'hui, quand on voit les difficultés pour implanter une éolienne quelque part, je ne dis pas les difficultés qu'on aurait à faire de nouveaux barrages. Bon, alors il y a des idées pour de nouveaux barrages, mais on ne va pas en parler maintenant. Il y a des énergies beaucoup plus discrètes et beaucoup plus réparties. Vous voyez, il fait beau, il y a du soleil, mais le soleil a un problème, c'est qu'il y en a beaucoup à midi et il n'y en a pas la nuit, évidemment. L'éolien, j'ai débuté dans l'éolien en 1995, et une des premières idées, c'était de voir comment on pouvait stocker cette énergie qui est aléatoire. Donc on a, de ce côté-là, au niveau de l'électricité et de ces nouvelles énergies, un vrai problème. Alors, il y a des batteries, c'est une solution, mais... Et les batteries font d'énormes progrès. Enfin, si vous regardez si vous êtes intéressé à ces sujets, les batteries font d'énormes progrès, mais ont encore beaucoup d'inconvénients, et en particulier leur poids. Il y a l'hydrogène. Alors, il y a peut-être d'autres façons de stocker aussi, enfin bon, que je ne connais pas forcément. Donc voilà, l'idée, c'est de dire, on a des possibilités aujourd'hui. La pile à combustible et le moteur à hydrogène, c'est quelque chose qui fait d'énormes progrès que Bertrand Chauvet va vous expliquer. Le problème de l'hydrogène, c'est que c'est un gaz et qu'il faut énormément de... pour le transporter, ça coûte assez cher. D'où l'idée de se dire, essayons de le produire sur place, le plus sur place possible. Pas au Sahara. Regardez tout le soleil qu'on a à Paris, ne serait-ce qu'à Paris. Juste pour vous dire combien il y a de soleil à Paris. Moi, j'habite Meudon, j'ai un toit, j'ai 3 kW, je produis 3000 kWh par an. 3000 kWh par an, c'est, suivant les modèles, 10 à 15 000 km. Avec une voiture ordinaire. 10 à 15 000 km. C'est pas rien. Donc vous voyez, il y a ce problème de mobilité, il y a une façon de le résoudre. C'est une des façons. Il y a, de l'autre côté, donc on peut le produire sur place, et c'est ce que Pierre, il faut que je regarde ton nom, Mortier Picard. Pierre Picard va nous expliquer comment on peut effectivement produire cet hydrogène plus localement, de façon à ne pas avoir à le transporter sur des centaines de kilomètres. Je suis un des fondateurs de la société WH2 que nous avons créée en octobre 2011, qui est le fruit de réflexions sur les aspects stockage d'énergie, qui représentent des enjeux en termes d'usage et en termes de stockage proprement dit. Donc, comme je suis un peu fainéant, je vous fais la présentation qu'on a fait il y a 2 jours à Nantes, lors d'un colloque assez universitaire et assez R&D sur un projet concret
de production d'hydrogène vert, en sachant que notre réflexion est de dire, aujourd'hui, il y a à peu près 600 milliards de tonnes d'hydrogène qui sont produits chaque année, qui sont issus des hydrocarbures, et cet hydrogène ne génère pas moins que 3% de l'ensemble des émissions de CO2 sur la Terre. Donc si on veut travailler sur de l'hydrogène énergie, mobilité ou stockage, il faut absolument travailler sur de l'hydrogène qui soit décarboné, eu égard aux problématiques de réchauffement climatique, qui est un sujet polémique. Il y a certainement dans la salle des climato-sceptiques, comme on dit, mais eu égard surtout ce qu'évoquait Alain tout à l'heure, à la ressource, la disponibilité de la ressource, et eu égard à un sujet qui nous touche tous aujourd'hui, notamment en France, puisqu'il ne faut pas oublier que 20% de la population française vit dans une atmosphère dégradée. Donc l'idée ce soir est de vous décortiquer un peu un projet de production d'hydrogène vert décentralisé sur une petite centrale hydroélectrique. Voilà, donc, et ce projet s'appelle le projet LACI. Donc on va le détailler un petit peu. Il y a, en préparant cette présentation, je suis un peu tombé par hasard sur cet institut Scripps, qui se situe au milieu de l'océan Pacifique et qui fait des relevés depuis 1960 de teneur en CO2 de l'atmosphère. Et on s'aperçoit que depuis les années 60, on a pris à peu près une centaine de ppm supplémentaires dans l'atmosphère en teneur de CO2. Donc c'est une réalité, c'est lié ou pas à l'activité humaine, on en parlera après, pour le moment nous sommes dans les présentations. Une deuxième mesure qu'on peut juger comme alarmante, peut-être pas pour le réchauffement mais pour la santé publique, c'est que le mois d'avril a été depuis des années, voire des milliers d'années, d'après les historiques, le mois d'avril 2014 a été le premier mois complet avec une teneur supérieure à 400 ppm sur l'ensemble du mois. Il y avait des pics, il y a des moments de pic, il y a des jours de pic, mais c'est la première fois qu'un mois complet a cette teneur en CO2. Donc la ressource plus les problématiques de teneur en CO2 de notre atmosphère sont les deux points qui militent pour l'hydrogène vert. Ensuite, si on parle de mobilité, si on attribue cet hydrogène aux usages mobilité, il est évident qu'il faut que nous parlions de mobilité décarbonée et donc de véhicules qui soient alimentés avec des carburants qui soient neutres en CO2. Si on veut utiliser de l'hydrogène industriel, on utilise tout bêtement du gaz naturel qui se distribue simplement puisqu'il y a des réseaux de gaz naturel. Aujourd'hui, on a un réseau de gaz naturel en France qui couvre 9000 communes en réseau de distribution. Donc on a un réseau de transport, un réseau de distribution. Donc tout est fait pour qu'on puisse rouler au gaz. Une des problématiques de l'hydrogène, c'est effectivement, comme le disait Alain, sa distribution. Et c'est le modèle sur lequel s'appuie WH2 pour dire nous allons du puits jusqu'au réservoir et nous localisons le puits là où va se situer le réservoir. Car on sait tous ici qu'un des succès, un des facteurs de succès du pétrole, c'est bien évidemment sa simplicité d'extraction, sa simplicité de transport. Vous avez ici la photo d'un Kangoo dont va vous parler certainement Bertrand tout à l'heure, qui est un Kangoo qui roule, qui est équipé d'une pile à combustible, qui fonctionne à hydrogène et qui nous a permis de démonstrateur de véhicules à la mairie de la commune sur laquelle nous sommes allés nous implanter. En deux mots, WH2 donc, a été créé en octobre 2011. Nous avons aujourd'hui un capital de 327 000 euros. Pour les investisseurs potentiels, nous avons un statut de JEI et nous avons un financement Easy-OSEO. Nous travaillons sur principalement 4 projets phares. Donc le projet Pushy dont nous allons parler, qui est financé par Easy-OSEO à l'époque, BPI France maintenant. Nous travaillons sur le projet PACMON, qui est un projet qui est cofinancé par l'ADEME et qui est le résultat d'une demande du leader mondial des systèmes de déclenchement d'avalanche, qui est une société française, pour faire plaisir à notre ministre du redressement productif,
c'est la société TAS, qui est basée vers Albertville. Ils ont un problème d'alimentation de leur système de déclenchement d'avalanche et ils nous ont demandé d'intégrer une pile à combustible qui elle aussi est fabriquée en France et que cette pile à combustible puisse fonctionner jusqu'à moins 40. Juste pour mémoire, mais je pense que vous le savez tous ici, une pile à combustible émet de la vapeur d'eau. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de fabricants qui garantissent le fonctionnement de la pile à combustible jusqu'à moins 20. Et là, donc, nous allons doubler la capacité thermique de la pile à combustible. Nous avons développé un site de vente h2shop.fr, d'ailleurs je vous montrerai tout à l'heure, qui vend un certain nombre de produits ludiques et de produits pédagogiques qui fonctionnent à l'hydrogène, qui permettent de diffuser l'usage de l'hydrogène dans la vie courante, puisque un frein sociétal lié à l'hydrogène qui est important, c'est que dans l'inconscient collectif, l'hydrogène est perçu comme un gaz dangereux. Alors, oui, c'est un gaz dangereux, mais on ne part pas de la situation zéro, puisque les hydrocarbures présentent aussi un certain nombre de niveaux de danger. Et nous travaillons sur la fourniture de piles à combustible pour alimenter en autonomie un certain nombre d'usages. Nous avons aujourd'hui au bord de la Seine, sous le musée d'Orsay, il y a des kiosques, il y a de location, on peut monter, ils vendent des billets pour monter dans les bateaux-mouches, ils ont des activités de vente de pizza, je sais pas quoi, enfin d'un certain nombre de choses, de souvenirs parisiens, et nous avons 2 cahutes sur les bords de la Seine qui sont équipées avec des piles à combustible que nous leur fournissons. Pardon. Ces piles à combustible, là, dans le cas présent, ce sont des petites puissances et elles fonctionnent au méthanol. Ce sont des piles à combustible qui sont fabriquées en Allemagne et elles fonctionnent au méthanol. WH2 n'est pas une société de R&D pure. Bertrand va parler tout à l'heure de Saint-Goël-Celle. Ce n'est pas non plus une société de R&D pure, c'est une société d'intégration. Plus que ça. Bon, il en parlera tout à l'heure. Nous ne sommes pas une société de R&D pure, mais nous déployons des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique, car nous y croyons, pour rétablir la qualité de l'air, c'est un fait réel, et pour travailler dans le sens de l'indépendance énergétique, puisque l'hydrogène va être produit à partir des énergies renouvelables disponibles localement. Les marchés que nous adressons à partir de l'hydrogène vert que nous allons produire sont de 2 types. Un, la mobilité décarbonée qui commence à émerger, tout doucement, mais qui commence à arriver. Et le stockage d'énergie. Alors quand on parle de stockage d'énergie, c'est pas forcément stocker de l'électricité comme dans les steppes sur les grands barrages, comme ça se fait maintenant, mais c'est plutôt, aujourd'hui, le stockage d'énergie est plutôt vu dans un mécanisme qu'on appelle le power to gas, donc d'injection de l'hydrogène dans les réseaux de gaz, comme ça commence à se faire en Allemagne, et comme le porte le projet de Dunkerque, projet GRID, qui est porté par GDF Suez, pour, à partir d'électricité éolienne, produire de l'hydrogène et injecter cet hydrogène dans les réseaux de gaz pour en améliorer les capacités énergétiques. Les métiers de WH2, aujourd'hui, se situent sur l'ensemble de la chaîne de production jusqu'à la chaîne de distribution d'hydrogène. Nous avons un bureau d'études qui a des compétences sur l'identification des besoins d'hydrogène vert par rapport aux projets de déploiement d'hydrogène qui peuvent exister, l'identification des sites à proximité de ces projets de consommation d'hydrogène. Nous sommes capables d'investir dans les unités de production d'hydrogène, donc ce sont soit des électrolyseurs, soit des réformeurs de biogaz. Nous fournissons l'hydrogène pour stockage en basse ou en haute pression. Quand on parle basse pression, on parle d'hydrogène stocké sous hydrure de magnésium. Et nous sommes capables de fournir, nous avons les compétences pour ça, de fournir les systèmes de remplissage des véhicules. Donc on ne parle pas de station-service, on parle plus de stations ou de systèmes de remplissage des réservoirs des véhicules en hydrogène. Le premier projet sur lequel nous avons travaillé, sur lequel nous nous sommes impliqués, est donc le projet Pushy, qui a pour objectif de montrer que l'on peut produire de l'hydrogène à partir d'énergies renouvelables et que cet hydrogène peut être stocké sur des hydrures de magnésium.
Donc quand on parle de stockage sur hydrure de magnésium, nous parlons de stockage basse pression, ce qui présente un certain nombre d'avantages. Ce projet est un projet global de 12 millions d'euros, financé à hauteur de 50% par, à l'époque, Iséoseo, et maintenant BPI France. Le consortium, qui est un consortium qui est mené par la société McPhy, dont tout le monde a dû entendre parler maintenant aujourd'hui dans cette salle, qui est une société basée en Isère et dans la Drôme, et qui est la société française de R&D et de mise au point de ces systèmes de stockage d'hydrogène sur des hydrures de magnésium. WH2 fait partie du consortium. Le CEA Liten, parce que bien évidemment il faut un laboratoire dans ce type de projet, le CEA Liten apporte sa capacité de calcul pour mettre en place un système d'arbitrage pour savoir si l'électron électrique, nous l'injectons sur le réseau, ou si économiquement ou industriellement, nous avons intérêt à injecter cet électron électrique dans l'électrolyseur pour produire de l'hydrogène. L'INDE, en tant que gazier, fait partie du consortium, et Green Access, qui est une société dont je m'occupe aussi, qui travaille sur les énergies vertes, on va en parler tout à l'heure, est membre de ce consortium. Donc le projet Pushy compte deux démonstrateurs, aussi, ici, qui est un projet qui est maintenant opérationnel. L'idée d'Aussi, c'est d'installer un électrolyseur sur le site de consommation d'hydrogène, qui sera dans la plupart des cas un site industriel, et de stocker cet hydrogène sur des hydrures de magnésium, donc un stockage basse pression. Le projet LACI, qui est le projet sur lequel nous travaillons, nous, WH2, qui a pour objectif de produire cet hydrogène sur le site de production d'électricité. Donc le projet aussi est opérationnel depuis le mois d'octobre 2013. Ici vous avez l'électrolyseur et ici le conteneur de stockage d'hydrogène sur les hydrures de magnésium. Ce site est localisé à la Botte-Fanjas, donc dans les ateliers, dans l'usine de la société McPhy. Le projet LACI, dont on va parler, donc, est localisé dans la localité de Port-Nord, qui se trouve à une centaine de kilomètres à l'ouest de Paris et à une trentaine, quarantaine à l'est de la ville de Rouen et assez proche de la ville du Havre. L'objet de l'ACI, c'est d'installer un électrolyseur sur la centrale hydroélectrique pour produire cet hydrogène. L'objectif, donc on en a déjà rapidement parlé, l'objectif du projet LACI est d'étudier la possibilité que nous avons de coupler plusieurs énergies renouvelables sur un électrolyseur. Donc nous nous sommes installés sur une centrale hydroélectrique d'une puissance de 6,8 MW et nous allons en plus rajouter une petite installation photovoltaïque pour faire du couplage d'énergie renouvelable. L'avantage d'installer du photovoltaïque sur ce projet-là est de pouvoir gérer l'intermittence du photovoltaïque, intermittence que nous n'aurons pas sur cette centrale hydroélectrique. Le deuxième objectif est de développer un système mobile de stockage d'hydrogène sous forme solide, en sachant que lorsque nous présentons ce projet et que nous discutons avec les populations dans un village, dans un site, sont inquiétées par les passages de camions et sont inquiétées par les dangers que peuvent représenter les gaz sous pression. Le fait de pouvoir transporter de l'hydrogène sous forme solide, donc basse pression, est un atout en termes de sécurité, est un atout considérable et rassure complètement les populations. Un objectif réglementaire, puisque le site de Port-Mort est le premier site pour lequel il va y avoir une ICPE, une demande d'autorisation pour les installations classées pour l'environnement qui a été déposée. Nous sommes en cours d'enquête publique. L'enquête publique a commencé le 28 avril pour se clôturer le 28 mai. Et nous allons en même temps créer une référence sociétale, puisque aujourd'hui, pour mémoire quand même, l'hydrogène qui est produit sur des sites industriels, qui sont déjà eux-mêmes ICPE ou qui sont Céveso dans un certain nombre de cas, alors que là, nous arrivons sur un site qui n'est pas un site public, qui est un petit site industriel, mais qui est une centrale hydroélectrique et qui se situe à proximité d'habitations.
Donc sur le plan sociétal, c'est un point très important. Et le dernier point d'objectif qui est assigné à ce projet est la mise en place d'un système de garantie d'origine pour tracer ces électrons d'hydrogène vert qui vont être injectés dans un certain nombre d'usages. Je viendrai plus en détail sur les systèmes de garantie d'origine. Donc la centrale hydroélectrique de Port-Mort est une centrale de 6,4 MW. Donc pour mémoire ou pour information, on a dans notre inconscient les visions de grosses centrales hydroélectriques. Comme le disait tout à l'heure Alain, ces petites centrales qui sont classifiées qui sont réputées comme étant des petites centrales ou petites hydroélectricités au fil de l'eau, ce sont des centrales qui vont jusqu'à 10 à 12 MW de puissance. Donc on a affaire à des petites unités de production. Souvent, en montagne ou autre, on passe devant ou à côté d'une centrale, et très fréquemment, on ne la voit pas si on n'est pas vraiment sur le cours d'eau. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on va adjoindre à cette production hydroélectrique un peu de production photovoltaïque. L'exportation donc de l'hydrogène se fera par camion, et nous sommes sous une procédure ICPE, rubrique 1415, que certainement certains d'entre vous connaissent. Donc la procédure administrative dure entre 12 et 18 mois. Nous avons réalisé une étude d'impact, nous avons réalisé une étude de danger, et nous sommes en cours d'enquête publique, en sachant que l'ensemble des étapes administratives que nous avions à passer ont été passées, et l'administration reçoit avec un grand intérêt ce dossier de demande d'autorisation de production d'hydrogène. L'objectif est de produire fin 4e trimestre 2014 ou début janvier 2015. L'objectif est de produire nos premières molécules d'hydrogène vert. Le problème, c'est est-ce que nous aurons un recours à défendre ou pas. Réponse le 28 mai. Donc, pour vous présenter en photo, vous avez ici la Seine qui coule, vous avez le barrage de Port-Mort, avec ce côté de la rive, donc rive gauche, vous avez l'écluse. Le barrage, bien évidemment, est géré par les VNF. Vous avez ici ce qu'on appelle le canal d'Amnée. Les groupes de la centrale sont ici, donc il y a 4 groupes, pour une puissance totale de 6,8 MW. L'électrolyseur sera installé ici sur l'île. Et nous avons la chance ici d'avoir l'arrivée du réseau de gaz qui est géré par GRDF. Donc nous sommes sur le réseau de distribution de gaz. Donc quand je parlais tout à l'heure de stockage d'énergie et de power to gas, nous voyons bien que le site de Port-Mort peut nous permettre soit de sortir de l'hydrogène par la route, on a le chemin de halage ici, on a la route qui monte ici ou une autre route qui retrouve la route nationale ici, et nous avons la possibilité de livrer cet hydrogène à l'intérieur du réseau de gaz pour faire du power to gas. La production en phase d'étude, donc sous couvert du projet, la production d'hydrogène que nous allons sortir sera de 7 tonnes par an. Et nous déposons, notre dossier de dépôt d'autorisation va nous permettre de produire jusqu'à 3 fois cette capacité-là. En sachant, Bertrand reviendra tout à l'heure, qu'en gros, avec 1 kg d'hydrogène, on peut parcourir 100 km dans un véhicule équipé d'une pile à combustible. Les innovations, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous ne sommes pas une entreprise de R&D, mais les innovations que nous apportons au travers de ce projet-là sont plutôt des innovations d'ordre environnemental. Donc je le répète, transport de l'hydrogène par camion en basse pression, c'est une innovation. Aujourd'hui, tout l'hydrogène que nous voyons sur les routes est de l'hydrogène à minima à 200 bars, qui est transporté sur des camions dégaziers. Quand tu dis basse pression, c'est avec quelle pression? C'est 8 bars à peu près. La deuxième innovation environnementale qui va réjouir les écologistes, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que quand on produit de l'hydrogène, on coproduit de l'oxygène, 2 tiers, 1 tiers, et donc quand on est en aval ici de la centrale, donc sur le canal de fuite, principalement en été, avec la baisse de la chute, le niveau d'oxygène de l'eau est insuffisant.
Donc nous avons décidé d'injecter l'hydrogène, l'oxygène coproduit avec l'hydrogène, de l'injecter dans l'eau pour alimenter les poissons en oxygène. C'est une façon comme une autre de nous mettre les écologistes dans la poche. Certains d'entre eux, pas tous. Mais ce n'est pas que pour ça, c'est par amour des poissons. En tant que pêcheur. Juste un point sur ces histoires d'oxygénation. J'ai fait par ailleurs la centrale qui est à la Monde pour mort. Et en fait, quand l'eau n'est pas assez oxygénée, d'une façon générale, et quand on la passe dans les turbines, elle est moins oxygénée que quand elle se déverse. Et donc, on a, quand on construit ce type de centrale, une obligation de réoxygéner l'eau à l'aval, puisqu'elle est plus oxygénée. Donc c'est un vrai... C'est un vrai service. C'est un vrai service que... Effectivement, quand l'eau tombe, ça oxygène parce qu'il y a de l'oxygène qui rentre, mais quand elle est turbinée, l'oxygène est évacué par un effet cheminée, on va dire. Et donc il y a un niveau de perte d'oxygène dans l'eau. Alors, simplement, il faut savoir qu'il y a un certain nombre, tout le long du canal d'amener, du canal de fuite, vous avez des sondes qui mesurent ce niveau d'oxygène, d'où notre connaissance du niveau d'oxygène. La troisième nouveauté environnementale est la garantie d'origine. Aujourd'hui, nous avons deux vecteurs ou deux sources d'énergie à partir desquelles nous travaillons des garanties d'origine. C'est l'électricité verte, dont je pense tout le monde a entendu parler ici, et le biogaz, qui sont deux vecteurs énergétiques qui bénéficient de garantie d'origine. En deux mots, pour les ingénieurs que vous êtes, la garantie d'origine est un outil immatériel qui a été mis en place par l'Europe et qui permet de tracer et de comptabiliser les volumes de ces vecteurs. Alors si on parle d'électricité, on parle en mégawattheure. Si on parle en biogaz, nous parlons aussi en mégawattheure. On est en train de travailler sur quelles mesures prenons-nous pour l'hydrogène. Mais si nous prenons l'exemple de l'électricité verte, on raisonne par mégawattheure et la garantie d'origine permet de tracer et de compter le nombre de mégawattheures qui sont injectés dans le réseau de distribution d'électricité. Donc, ce projet Pushy nous permet de mettre en place les premières garanties d'origine issues de l'hydrogène vert. Pour cela, nous avons monté forcément un groupe de travail. Donc, le maître d'ouvrage est l'ADEME. L'ADEME finance une partie des travaux qui sont menés dans ce cadre-là. Et la FIPAC, l'Association française de l'hydrogène et des piles à combustible, que vous êtes tous invités à rejoindre si vous êtes intéressés par ce sujet-là. Le maître d'œuvre est Alfea, une association qui travaille dans l'hydrogène et qui agit en bureau d'études. Et nous avons monté un groupe de travail qui inclut bien évidemment l'ADEME, qui inclut bien évidemment le leader des gaz industriels français Air Liquide, GDF Suez, Green Access. Green Access est le leader des garanties d'origine électricité verte en France, GRT Gaz et WHD. Donc au travers de ce groupe de travail, nous allons mettre en place un outil immatériel de suivi et de traçabilité des garanties d'origine. Nous avons prévu de clore nos travaux sur les garanties d'origine à partir du moment où les premières molécules de port mort seront disponibles. Si on veut visualiser le fonctionnement de la garantie d'origine, nous avons donc ici la production de notre vecteur énergétique issu d'énergie renouvelable. Nous avons en même temps, si on parle d'hydrogène, de l'hydrogène carboné qui est produit par l'industrie, qui va vers ses clients. Le mécanisme de garantie d'origine est tout simple. Vous avez un registre, ici, qui est un registre qui est reconnu par l'État, par les États, au niveau européen. En France, si on parle du registre de l'électricité, il est tenu par Powernext. Sur le biogaz, il est tenu par GRDF. Et tout l'hydrogène qui va être issu des énergies renouvelables va pouvoir générer de la garantie d'origine, qui va être enregistré, les volumes de production d'hydrogène
vont être enregistrés et consignés sur le registre. Et ces volumes pourront être commercialisés auprès d'un client qui peut-être va acheter de l'hydrogène carboné, mais qui voudra revendiquer que l'hydrogène qu'il consomme est neutre en CO2. Et à partir du moment où il y a suffisamment de volume de garantie d'origine verte sur le registre, le consommateur d'hydrogène carboné pourra faire appel à ce mécanisme de couverture de ses consommations d'hydrogène carboné en achetant de la garantie d'origine pour décarboner l'hydrogène qu'il consomme. Nous parlions tout à l'heure de la problématique sociétale liée à l'hydrogène. Nous avons constaté que ce premier projet qui nous a permis de rencontrer un certain nombre d'autorités, un certain nombre d'interlocuteurs, quand on a affaire à des gens qui sont informés sur l'hydrogène, ces gens-là sont complètement partisans du projet. Quand on a affaire à des gens moins bien informés, à des gens qui se disent militants pour la ruralité, contre un certain nombre de choses, c'est vrai qu'il peut y avoir des réticences. Donc, au niveau, si on veut résumer ce qui se passe sur l'acceptation d'un projet de production comme nous portons sur Port-Mort, les autorités sont favorables, les riverains professionnels sont favorables, puisque la centrale est située sur une concession des VNF, et les VNF voient tout à fait l'intérêt qu'ils ont à ce qu'il y ait de l'hydrogène vert qui soit produit sur leur grille. Ils voient en ligne de mire que la mobilité navigante sera un jour ou l'autre intéressée par cet hydrogène. Pardon ? On se posait la question des VNF. Voie navigable de France. Pardon, Voie navigable de France. Oui, excusez-moi, mais ils sont tellement connus que... oui, non, sur les voies navigables de France. On est lignards, hein. Non. Oui, les voies navigables de France, donc qui ont la haute main sur toutes les rivières, les berges, les barrages, sont eux qui gèrent les barrages, sont eux qui gèrent un certain nombre de choses. C'est un État dans l'État. Il y a peut-être des membres des voies de VNF dans la salle. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme les eaux et forêts. Il y a des États dans les États. Et par contre, ce projet est vu d'un très bon œil de la part des VNF. Et donc, on voit bien que les résistances sont domestiques, mais les résistances ne sont ni industrielles ni institutionnelles. En termes de bilan intermédiaire, rapidement, donc on s'aperçoit que trouver un site de production d'énergie renouvelable capable de recevoir un électrolyseur et tout ce qui va avec, c'est pas simple. Globalement, si vous voulez, on a commencé, étant basé à Lyon, on a commencé à travailler dans les Alpes, et très rapidement, on s'est aperçu que les Alpes présentaient un certain nombre de problèmes. Il y a des risques naturels, il y a des risques d'avalanche. Et de fait, du coup, on est allé sur Port-Mort, qui se localise, comme vous l'avez vu, sur une zone industrielle forte et qui ne porte qu'un seul risque, qui est le risque d'inondation. Mais nous avons été obligés d'étudier 10 sites au préalable avant d'élire ce site de Port-Mort. Il nous reste un problème en dehors de la consultation publique. Il nous reste un problème sur ce projet de Port-Mort, c'est de commercialiser cet hydrogène vert. Donc je fais appel au peuple, s'il y a des industriels ou s'il y a des gens qui projettent d'acheter des véhicules à hydrogène, vous aurez 7 tonnes d'hydrogène vert à acheter, d'hydrogène neutre en CO2. Donc on discute avec des acheteurs potentiels, mais c'est pas très simple. C'est un produit nouveau en quelque sorte. En 2 mots, simplement pour les gens qui connaissent mal l'hydrogène, un institut universitaire américain à Miami a fait des tests et a filmé, là pour le coup, il y a un film aussi, a filmé ce qui se passait en cas d'incendie d'un véhicule hydrogène et d'un véhicule équipé d'un réservoir essence. Et voilà ce qui se passe. Donc c'est une vidéo qui a été découpée. Ce qui se passe en fait, c'est qu'on a on a une espèce de flamme verticale qui va durer une centaine de secondes environ. La température moyenne du véhicule va s'élever aux alentours de 26 degrés à cet endroit-là. À 120 secondes, c'est fini, il n'y a plus rien. Et là, on est dans un cas où il n'y a pas de valve de sécurité qui est autour fermé. Oui, c'est vraiment on met le feu. Et à la fin, le véhicule est intact.
Évidemment, si vous mettez le feu à un réservoir d'essence, le véhicule C'est ne résiste plus rien du tout. C'est banlieue 2000. C'est ce qui a fait dire au directeur des SDIS lors de la conférence de l'ADEME, on était ensemble, que en fait l'hydrogène n'est ni plus ni moins dangereux qu'une autre forme d'énergie, ça pose simplement des risques spécifiques. Donc la problématique, c'est de s'adresser à ces risques spécifiques que les pompiers français font très bien aujourd'hui. D'ailleurs, les pompiers allemands et les pompiers américains viennent en France prendre des formations sur l'hydrogène et sur les interventions sur les véhicules hydrogène en France, alors qu'on n'a quasiment rien déployé, c'est quand même étonnant, mais c'est comme ça. Donc les 10 Français ont fait un très gros effort dans ce sens-là. Et donc il y a des problèmes spécifiques à gérer, certes, mais on voit bien que si on parle strictement de la mythologie de l'hydrogène grand public, on n'est pas dans un contexte où on fait exploser un quartier ou on détruit une voiture, etc. C'est pas du tout là que se situent les risques. C'est sous forme de gaz, là, je suppose. Sous forme de gaz. C'est l'hydrogène pur qui brûle. C'est l'hydrogène sous pression. Oui, sous pression. À 700 bars. 700 bars. Mais il faut ajouter qu'aux places arrière, la température n'a jamais dépassé 45 degrés. Ce qui est la température dans une voiture au soleil, quand même. Non, Il faut bien voir que l'hydrogène est extrêmement volatile. Ouais, donc on voit. Et les dangers que l'on suppose de l'hydrogène, c'est un peu dans la. C'est l'inconscient collectif. C'est un peu dans l'inconscient collectif dû à l'explosion du Hindenburg, mais qu'on n'est pas du tout dans les mêmes considérations. Et aujourd'hui, l'INERIS considère que l'hydrogène est beaucoup moins dangereux que sur une voiture que le réservoir d'essence. Bien sûr. Je reviendrai là-dessus. Mais simplement pour le mythe du ballon qui explose ou qui brûle, il faut savoir qu'en fait, en réalité, l'hydrogène n'a jamais brûlé. C'est pas l'hydrogène qui a brûlé. C'est un composé chimique de la peinture de l'enveloppe qui en fait a pris feu. Mais au moment où tout ça se passe, le ballon est déchiré, l'hydrogène s'est instantanément volatilisé dans l'atmosphère et il n'a jamais brûlé, mais pas la moindre atome. Donc ça encore, ça fait partie des mythes fondateurs de l'insécurité hydrogène. Il y a des problématiques d'insécurité spécifiques à l'hydrogène, mais c'est pas celle-là. Donc enfin, j'y reviendrai un petit peu plus. Il faut ajouter que la flamme d'hydrogène rayonne très peu. Et moi j'ai travaillé sur la propulsion spatiale et au début les opérateurs avançaient avec un bâton et si le bâton s'enflammait, ils savaient qu'il y avait le feu. Voilà, et dernier point. Dernier point, je pense qu'il va faire débat après, c'est que il faut aussi rétablir les choses. C'est qu'aujourd'hui, quand on parcourt 1 km avec un hydrocarbure, ça coûte 16 centimes, enfin 14 en réalité, 2016, mais c'est 14, ça coûte 14 centimes à la collectivité. Je vous laisse méditer ce chiffre, on en reparlera tout à l'heure. Je vous dirai d'où il est. Je m'appelle Bertrand Cheret, je suis le directeur marketing de Symbio-FCL. Symbio-FCL, c'est donc une entreprise qui est relativement jeune. Ça a été créé en 2010, en avril 2010. Aujourd'hui, c'est une entreprise un petit peu incontournable sur le marché de la mobilité, au point d'ailleurs que Michelin vient de décider d'entrer au capital de Symbio-FCL lors de la toute dernière levée de fonds. Donc nous avons un actionnaire minoritaire mais très fortement engagé qui s'appelle Michelin, qui est une entreprise très intéressante. C'est une entreprise qui a travaillé dans la pile à combustible pendant près de 10 ans dans leur laboratoire et leur centre de recherche à Fribourg en Suisse qui s'appelle MRT, et qui a notamment immatriculé le premier véhicule d'hydrogène en France qui a été développé conjointement avec Femmes Automobiles et qui s'appelle la F-City. Alors, moi je vais beaucoup vous parler de mobilité, mais avant ça, pour rebondir en fait directement sur ce que nous a dit Pierre, il y avait quelque chose qui m'interpellait, c'est que chaque fois que je parlais d'hydrogène, comme ça, les gens me disaient oui, mais de toute façon, en France, on n'a aucun intérêt, on gagne beaucoup d'argent avec les taxes sur le pétrole, les fameuses TIPP. Ah, ben c'est très intéressant, mais à force qu'on me pose la question, je me suis dit, je vais quand même essayer de regarder de quoi il retourne quand on parle de cette TIPP. Et j'ai fait le petit calcul en 2012, et puis j'ai regardé en 2011, je me suis aperçu que c'était la même chose, et puis récemment j'ai revalidé sur 2013, c'est encore la même chose. C'est que, comme ces importations d'énergie fossile ont un impact direct sur notre déficit commercial,
on s'aperçoit que chaque fois qu'on a levé 1 euro de TIPP, on a en fait creusé notre déficit commercial de 1,6 euros. Ça, du strict point de vue de la balance de la nation, quand même déjà ça interpelle un peu. Et si on va un peu plus loin que ça, et on se dit, en fait, chaque fois que le pétrole monte, en fait, on perd de la productivité, on perd des emplois, on a des coûts sociaux, etc. Puis on commence à compter les coûts de la santé. Et vous allez voir, nous on a fait ces exercices sur une grande étude française qui vient de sortir qui s'appelle L'âge de mobilité France, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Si vous ajoutez l'ensemble de ces impacts sur l'économie, en réalité, le coût réel, il est plus proche des 3 euros. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a levé 1 euro TIPP, la nation a perdu 3 euros. C'est quand même quelque part, ça devrait interpeller un petit peu. Alors, on nous dit, bon, très bien, on va essayer. Ce qui est intéressant dans ce petit schéma-là, c'est pas les chiffres. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, entre les différents types d'énergie, on a des phénomènes de substitution. C'est-à-dire qu'en fonction du coût de l'énergie ou de la production, nous avons différents types d'énergie pour l'ensemble des applications énergétiques que nous utilisons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les applications énergétiques, celles qu'on va retrouver au bout de la chaîne, il y a rien n'est écrit dans le marbre. D'accord? C'est pas parce qu'on a des véhicules thermiques aujourd'hui qui brûlent de l'essence qu'on ne peut pas avoir des véhicules qui fonctionnent avec un autre vecteur énergétique. Bien. Et ça, on l'a vu tout au long de l'histoire. Et on est aujourd'hui dans une situation où on peut commencer à penser substitution, déplacement, changement de vecteur énergétique. Évidemment, tout ça va prendre beaucoup de temps, ça va se passer à degrés différents, sur différents types d'applications, et je vais un peu détailler tout ça. Pour revenir sur la question du stockage énergétique, qui est effectivement un enjeu absolument majeur, en fait, il existe énormément de technologies. Et à chacune de ces technologies correspond un usage et une application particulière. Parce que ce qu'on appelle les surplus électriques, à certains moments donnés, ça peut être énormément d'énergie dans un temps relativement court. Ça peut être au contraire peu, mais sur un temps très étalé. Ça peut être très concentré à un endroit et très peu à un autre, etc., etc. Et en fait, à chacune de ces problématiques va correspondre une technologie de stockage spécifique, qui sera plus performante d'un point de vue économique qu'une autre. Et on connaît très bien les steps, on en a parlé un petit peu. On sait que les batteries peuvent répondre à une partie de cette problématique-là. Et on sait aujourd'hui que le changement de vecteur énergétique passé à l'hydrogène est une solution qui a beaucoup d'intérêt. Et alors ça a été étudié très précisément par GRT Gaz en particulier, dans une grande étude qui a été conduite par un cabinet de consulting qui s'appelait eCube. Et les résultats de cette étude ont été présentés à la commission sénatoriale de l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques, l'OPEX, commission biparlementaire Sénat et Parlement. Je faisais partie des experts audités dans ce truc-là. Et on nous a expliqué qu'effectivement, avec les schémas actuels, les scénarios actuels de transition énergétique à l'horizon 2050, on allait se retrouver avec à peu près 75 TWh de surplus annuel dont on ne saura pas quoi faire. Alors, au jour d'aujourd'hui, ces surplus, il y en a qui sont très intéressés, qui savent quoi en faire, ce sont les Suisses, qui sont pas seulement les banquiers de l'Europe, ce sont aussi les banquiers de l'énergie. On sait très peu que la plupart de nos surplus, revendus au marché de gros, sont rachetés par les Suisses qui font du pompage, et puis qui nous le revendent l'hiver très cher, en multipliant les prix par beaucoup. Pour le nord de l'Europe, ça se passe en Suède, principalement. En fait, vous avez les Suisses et les Suédois qui sont les grands spécialistes de ce type de business. Alors, les gaziers se disent, mais si j'ai de plus en plus d'énergie intermittente, de plus en plus de surplus, peut-être que ça va devenir intéressant économiquement de racheter au marché de gros cette électricité EDF, et puis de produire de l'hydrogène avec. Et ils se sont rendus compte qu'en effet, vu ce potentiel-là, il était, et en faisant une étude très très précise sur les intermittences, quand est-ce qu'elles arrivent, avec quelle quantité, etc., quelle était la proportion
de cette intermittence qui pouvait être éventuellement utilisée pour fabriquer l'hydrogène, et c'est de l'ordre de 25 TWh. Et pour atteindre cet objectif-là, il suffirait de déployer en France à peu près 1000 électrolyseurs d'1 mégawatt répartis sur le territoire pour atteindre ces objectifs. Alors évidemment, c'est juste une prospective, mais elle est quand même intéressante parce qu'on voit dans d'autres pays d'Europe un certain nombre d'énergéticiens commencer à lancer des prototypes, à lancer des expérimentations pour le faire, et en France aussi, je vais en parler très brièvement, en France aussi on commence à faire ça. Donc ça c'est aussi intéressant parce que quand vous avez des grands noms comme GDF Suez qui commencent à lancer des opérations comme Grid dans le nord de la France, il s'agit de faire ça, et bien d'un seul coup vous avez les décideurs politiques, qu'ils soient locaux, territoriaux ou nationaux, qui se disent « Ah ouais, mais l'hydrogène, c'est peut-être intéressant, il y a peut-être quelque chose à regarder de ce côté-là ». Ça a amené un éclairage tout à fait soudain, assez inespéré, je dois dire, pour ceux qui sont dans le monde des applications, sur l'intérêt économique de l'hydrogène dans la transition énergétique. Parce que ce qui est très intéressant avec l'hydrogène, c'est qu'en fait, c'est une espèce de boîte à outils. Alors moi j'ai une analogie que j'utilise souvent, parce que je viens des télécommunications à l'origine, et de l'IP en particulier. Et l'IP, ce protocole-là, c'est pas forcément le meilleur protocole possible pour toutes les applications. Pour faire de la boîte en réel, par exemple, en ATM, on avait d'autres solutions, etc. Par contre, c'est un vecteur assez universel, assez versatile, assez flexible, et qui, globalement, permet de répondre à l'ensemble des situations. Sans être ultra performant dans certaines, en étant plus performant dans d'autres, mais au bout du compte, comme c'est un langage commun, réduction majeure des coûts, et vous avez un système qui s'impose. Eh bien, moi je pense que l'hydrogène est à l'énergie ce que l'IP est au télécom. Et c'est peut-être un peu présomptueux de le dire aujourd'hui, mais réfléchissez-y, et on en reparlera dans 30 ou 40 ans. On sera plus là. Allons donc. Je voulais vous Alors, demander- ces expérimentations de Power to Gas, il y en a beaucoup qui sont en cours, un peu partout, beaucoup en Allemagne évidemment. En France, ça a démarré, on commence. Il y a plusieurs projets de ce type-là. Alors, évidemment, ce qu'on fait de l'hydrogène, ça dépend des cas. L'hydrogène, une fois qu'il est produit et stocké, il peut être stocké de façon tampon, notamment dans les îlots de magnésium, c'est exactement ce que nous a expliqué Pierre, ou bien directement injecté dans les réseaux de gaz et mélangé dans les réseaux de gaz existants. Ce qui n'est pas très différent de ce qu'on faisait avec le gaz liquide du siècle dernier, n'est-ce pas ? S'il vous plaît, quel est l'optimum de la proportion d'hydrogène dans le gaz? Alors, optimum. Ils ont fait des études là-dessus. 17 gaziers européens ont travaillé sur ces questions-là, ils ont fait des expérimentations. On sait qu'en France, on saurait aller jusqu'à 20%. Okay, mais l'ensemble des gaziers, parce que tous ils pensent en fait à s'échanger du gaz, tout ça c'est un business, ils se mettent d'accord en moyenne en Europe sur 5%. Si tous les gaziers en Europe font à peu près 5% dans leur réseau de gaz, ils seront capables de faire des hubs énergétiques dans lesquels ils seront capables de s'échanger, je t'en achète tant, tu m'en donnes tant, je t'en achète tant, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, les objectifs c'est à peu près 5%, mais sachant que la limite qui a été étudiée notamment par GDF Suez est de l'ordre de 20%. En Angleterre, en Allemagne, c'était 17%. Tout ça, ça dépend beaucoup de la qualité des réseaux, bien sûr. C'est en volume ou en masse? Non, parce qu'évidemment, en masse, tu vas tomber plus bas. Oui, d'accord. En volume, je te parle en volume. Sachant qu'avant, à Paris, il y avait entre 50 et 60% d'hydrogène dans le réseau de gaz, de ville. Et que ce qui pose problème sont les équipements industriels. Enfin, les équipements réseau et équipements industriels. Mais le gaz de ville en lui-même, il peut absorber. Voilà. Alors, en plus, ça les intéresse parce que ça améliore la combustion. Donc, c'est aussi intéressant pour les équipements terminaux. Et puis, ces gaziers-là aussi, ils ont une espèce de lubie qui est de dire, peut-être qu'on pourrait brûler tout ça dans une voiture en faisant un gaz de synthèse. Alors, ça va s'appeler Itan chez GDF Suez, par exemple. Et il y a un constructeur qui s'appelle Audi qui fait une expérimentation qui s'appelle la Gétron, dont le but est effectivement de brûler ça dans un moteur thermique. Personnellement, je trouve que le bilan CO2 est un peu contestable, mais on nous explique que en récupérant le carbone et en faisant ci, en montant des grosses usines à gaz, pour le coup c'est le cas de le dire, le bilan sera super bon. Bon. L'ensemble des constructeurs automobiles dans le monde qui investissent vraiment sur la notion d'hydrogène
les Japonais en particulier, les Américains et Daimler, pour eux, ça, c'est pas une solution. La solution, c'est la pile à combustible et l'hydrogène. Et je vais maintenant un petit peu aller un peu plus sur ce détail-là. Très rapidement, on ne l'a pas mentionné, mais il y a une plateforme qui existe aujourd'hui, qui fait du service réseau, qui s'appelle MIRT, en Corse. Donc là, effectivement, on est dans un domaine insulaire. Les problématiques d'approvisionnement énergétique sont plus compliquées que sur le continent. Mais c'est une très très belle opération parce que ça valide vraiment ce concept. C'est vraiment un partenariat entre RDF et l'Université de Corse qui a déployé ça. Ils fabriquent de l'hydrogène à partir du photovoltaïque. ERDF leur dit la veille, j'ai besoin de tant que vous me réinjectiez tant d'électricité dans le réseau demain ou après-demain pour telle ou telle raison, etc. Et ils regardent comment ça se passe. Et ça se passe très bien. Ça se passe très très bien. Donc là, vous avez du stockage, alors sous pression pour le moment, mais on va passer au stockage solide avec McPhy bientôt. Vous avez, c'est Arela Issu qui fait des électrolyseurs, il me semble, et vous avez des piles à combustible qui vont reverser dans le réseau, en refabriquant de l'électricité. Bien. Je ne vais pas vous faire l'injure de vous expliquer la pile à combustible, mais simplement rappeler quelque chose d'assez intéressant dans cette histoire, c'est que finalement, on a un cycle assez vertueux qui peut se construire, parce que d'un côté, j'ai besoin de l'hydrogène, je fais de l'électrolyse, j'en fabrique, et en plus de ça, je vais avoir des coproduits que je peux réutiliser. Et puis dans l'autre sens, quand on refait le processus inverse avec une pile à combustible, on a là aussi des phénomènes de coproduction qui peuvent être exploités de façon très intéressante. Par exemple, au Japon, tous les mois, Panasonic vend un peu plus de 5000 systèmes stationnaires de cogénération domestique qui produisent de l'électricité, de l'eau et de la chaleur pour les bâtiments. Ils en sont à près de 50 000 déployés aujourd'hui au Japon. C'est absolument énorme. Donc, ils ne nous attendent pas, hein, les Japonais, ils foncent hein, sur le sujet. Ils avancent, et puis ils avancent en plus avec les gaziers qui ont vu une excellente opportunité de capturer du marché qui existait auparavant pour l'électricien et le nucléaire. Donc, c'est un cercle vertueux qu'il faut garder à l'esprit. C'est aussi valable, par exemple, dans une voiture, puisque dans une voiture électrique, et une voiture à hydrogène est une voiture électrique, puisque c'est un moteur électrique, et on fabrique l'électricité à bord, on n'a pas le souci du chauffage, par exemple. Puisqu'on fabrique de la chaleur aussi, on va utiliser cette chaleur pour chauffer le véhicule. Or, le chauffage sur un véhicule électrique à batterie, si vous le mettez en route, c'est à peu près un quart de la batterie que vous allez manger. D'accord ? Et évidemment, en plus, quand il fait froid, la performance des batteries baisse, de façon très significative, hein, pas de 30% si vraiment il fait froid. Et donc c'est comme ça qu'entre la fiche constructeur qui vous dit vous faites 160 km et la réalité dans les Alpes en plein hiver en montant une côte, elle est de 40 à 50 km, vous avez un facteur d'imprédictibilité d'usage. Et le consommateur déteste ce qui est imprédictible. Et on va garder ça à l'esprit pour voir tout l'intérêt des voitures piles à combustible. Donc on a la possibilité d'un cercle vertueux dans lequel on va produire de l'énergie qui sera décarbonée, on va la stocker, on va la distribuer et on va la mettre dans des applications. Et évidemment, un des vecteurs d'application qui nous intéresse énormément, c'est forcément l'automobile. Tout le monde y pense pour des tas de raisons et nous allons y venir. Mais il n'y a pas que la mobilité. On a l'habitude dans ce marché de décomposer le marché en 3 grands segments d'applications. Les applications stationnaires. Aujourd'hui, vous prenez les data centers d'Apple, de Google et maintenant de Microsoft qui sont en train de s'y mettre, ils sont entièrement backupés par des systèmes piles à combustible stationnaires. Parce que là, sécurité absolue, on peut mettre de l'énergie. Vous avez Solvay à Anvers, en Belgique par exemple, qui a une pile stationnaire d'1 mégawatt. Ils utilisent leur propre hydrogène fatal, parce que là ils font du chlore, de l'ammoniac, des machins à cet endroit-là, du PVC, c'est plutôt du PVC à Anvers. Et puis ils récupèrent leur sous-produit dit hydrogène fatal et s'en servent pour faire l'électricité qui fait marcher l'usine. Et en plus,
qui pourrait, pour certains surplus, être utilisé sur le réseau pour les habitations voisines. Donc ce type d'applications stationnaires sont appelées à se développer. Partout on a besoin de sécuriser l'électricité. Aussi pour les applications dites de secours, bien sûr, pour remplacer les générateurs diesel, etc. Donc il y a de plus en plus de solutions qui sont en train de se développer comme ça. Et puis aussi dans les sites isolés, il y a une autre entreprise française intéressante qui s'appelle Attaway, qui est à Chambéry, qui fait des systèmes totalement intégrés, production d'énergie renouvelable, photovoltaïque ou éolien, batterie pour du stockage court terme, pour faire sous 2-3 jours, et tout le surplus sert à fabriquer de l'hydrogène, qui est le stockage long terme. Et quand vous arrivez dans des périodes où on a vraiment besoin de ressortir ce stockage long terme, et ben on a une pile à combustible qui va en fabriquer l'électricité. Et ça va partir dans des refuges, parc de la Vanoise, dans des îles, etc. etc. Bien. Et vous avez à l'autre bout des applications nomades. Alors là, je pense que tu pourras nous en parler, surtout nous montrer des choses, parce que ça aujourd'hui, vous pouvez l'acheter. Hein. Vous pouvez trouver des recharges de piles à hydrogène qui vous permettent de recharger votre portable, votre équipement électronique, etc. etc. Et certains grands équipementiers ou fabricants, genre BIC par exemple, s'apprêtent à en inonder le marché, et leurs ambitions c'est d'en mettre des millions. Hein. Donc vous avez des tas de possibilités aussi pour ce qu'on appelle le nomadisme. Et au milieu, la mobilité, alors ça c'est plus mon sujet, je vais essayer d'aborder un peu en détail. Alors, notre vision de la mobilité, de l'évolution des plateformes, elle est que, en fait, on va trouver deux roadmaps séparés. On sépare très bien, et vous allez vite comprendre pourquoi, les applications grand public des applications professionnelles. Les applications professionnelles ont des cycles d'usage complètement différents des applications domestiques. Dans le monde des applications domestiques, notamment dans les environnements urbains, on sait qu'on sera capable de répondre à la plupart des problématiques des usagers avec des véhicules, par exemple électriques à batterie, des véhicules hybrides, tout ça va coexister pendant un certain temps. Dans le monde professionnel, en particulier de la livraison, alors là on a un contexte très très différent que je vais vraiment détailler parce que il y a aujourd'hui des contraintes de plus en plus fortes sur les livreurs, sur les véhicules professionnels d'une manière générale et les véhicules commerciaux qui représentent quand même 40% des immatriculations françaises tous les ans. C'est quand même beaucoup. Et ces véhicules-là ont de plus en plus interdiction d'accès centre-ville. On n'a pas envie de les avoir parce qu'en plus ils font du bruit. On va chercher à décarboner les zones urbaines et à réguler de plus en plus l'accès aux véhicules de transport et de livraison dans les villes. Et alors là, c'est le grand cafarnaum, parce qu'il n'y a pas de réglementation générale, ni européenne, ni quoi que ce soit. C'est chacun fait sa petite sauce, chaque ville même a ses propres recettes, et une certaine autonomie là-dedans, mais il y a quand même une tendance qui est très forte. C'est des choses qu'ont très très bien compris la Poste, par exemple, puisqu'ils savent que à terme, pour que les marchés soient captifs, pour les transporteurs, il faudra être capable de faire de la livraison de zéro émission. Et puis, vous allez voir aussi que comme les cycles d'usage sont différents, l'impact économique et la façon de calculer la rentabilité d'un de ces équipements va être différente. Parce que là, on va parler coût total de possession. Moi, j'ai une flotte de véhicules, je l'amortis sur 5 ans, j'ai tant de coûts de maintenance, j'ai tant de coûts d'intervention de ceci, j'ai tant de coûts de carburant, j'ai tant de coûts d'assurance, etc., etc. Et tous ces éléments rentrent en compte dans le calcul du coût total de possession. Le grand public, en général, il ne fait pas un tableur Excel pour se dire est-ce que je vais acheter ça parce que je vais gagner 3 centimes à tel endroit. Ces motivations sont quand même légèrement différentes. Bien. On a donc deux roadmaps très différents et on voit en gros une tendance qui est que pour des véhicules très petits, les batteries sont une solution pertinente, mais qui trouve assez vite ses limites. Dans tous les véhicules intermédiaires, dits véhicules utilitaires légers,
on a un très très gros potentiel d'hybridation de véhicules électriques batteries avec des piles à combustible qui vont amener de l'autonomie supplémentaire. Et ça, je vais détailler ça après. Quand on est sur des véhicules plus lourds, de toute façon, la batterie, ça ne le fait pas. Si vous avez un camion, un Midlum 24 tonnes ou quoi que ce soit, et que vous le faites avec des batteries, vous allez transporter plus de batteries que de fret. Donc votre modèle économique, il ne marche pas. C'est pas la peine, ça ne fonctionnera pas. Par contre, mettre des piles à combustible forte puissance, là, ça va avoir du sens. Et puis sur le long haul, ce qu'on appelle vraiment le long haul, les gros camions qui font des centaines de kilomètres, je pense qu'on va rester sur le diesel, malheureusement, pendant encore un certain temps. Et un jour, peut-être, on changera tout ça. Alors, les cycles d'usage. Et ça, c'est vachement intéressant parce que ça nous dit exactement ce qui se passe. Ce sont des vraies courbes d'usage. En réalité, une partie provient de Renault et d'autres de la Poste. On s'aperçoit que, contrairement au grand public, qui lui, en réalité, va faire en moyenne 30 km par jour dans une zone urbaine, on a des cycles d'usage qui sont beaucoup plus importants. Et la tendance, c'est qu'on va les augmenter de plus en plus. La Poste aujourd'hui ressemblera bientôt aux postes scandinaves. Pourquoi? Parce que la Poste perd de l'argent sur la distribution du courrier. Aujourd'hui, ce qui maintient la Poste en vie, financièrement parlant, c'est son activité bancaire. Et chaque fois qu'il y a un courrier qui est livré, la Poste perd de l'argent. Donc, pour eux, il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser leur flotte pour faire d'autres services à valeur ajoutée. Et notamment des services à la personne. Il y a un certain nombre d'expérimentations en cours où le postier il peut même acter pour une compagnie d'assurance, prendre une photo d'un sinistre, l'envoyer avec une application sécurisée, pim bam boum, c'est fait. Il peut reprendre des colis pour les renvoyer à Zalando ou je ne sais pas quoi, etc. Il y a tout un tas de business models qui sont possibles auxquels la Poste travaille, sur lesquels la Poste travaille et commence à expérimenter. Et tout ça va conduire à une augmentation, évidemment, du cycle d'usage en kilométrage et en temps parcouru. Et vous voyez bien que, par contre, dans tout ce qui est vraiment les coursiers professionnels, les transporteurs professionnels qui ne font pas que du courrier, ils ont des cycles d'usage qui sont très élevés. Et en gros, 80% des véhicules utilitaires déployés aujourd'hui font plus de 100 km/h. Et donc vous voyez bien qu'on a un vrai souci, parce que si on essaie de faire ça avec des véhicules à batterie, ça ne va pas le faire. Donc la Poste, quand ils ont dit, avec le Grenelle, j'achète 10 000 véhicules, aujourd'hui ils en ont 4 000 de déployés, ils ne savent plus où en mettre. Parce qu'ils ont atteint les limites en usage. Ils savent que s'ils commencent à en mettre d'autres, ils vont avoir des soucis, ils ne pourront pas faire les tournées complètes, etc., etc. Or, ils veulent désespérément utiliser des véhicules électriques. Et c'est là où la solution de l'hybridation d'un véhicule électrique batterie existant avec un prolongateur d'autonomie prend tout son sens. Et ça, c'est une petite invention française dont je vais parler. Je ne voudrais pas prendre trop de temps sur tout ça, mais je vais vous expliquer qu'en fait, vous pouvez prendre un véhicule de série et vous pouvez lui rajouter un kit d'extension. Vous n'avez pas besoin d'inventer une nouvelle voiture, une nouvelle plateforme, de faire un nouveau châssis, etc., de tout inventer de jusqu'à zéro. Vous pouvez prendre des véhicules existants. Ces véhicules sont pleins de trous, il y a plein d'espaces vides. Véhicules électriques, hein. Véhicules électriques. Oui, parce que justement, quand on fait des véhicules électriques, en fait, on prend beaucoup moins de place, les moteurs sont plus petits, il y a beaucoup moins de composants. Ce qu'on appelle le balance of plant, le système, tous les périphériques du véhicule sont beaucoup moins gros. Et vous avez plein d'espaces vides. Alors en fait, quand vous ouvrez un Kangoo Z2 devant, vous avez même des boîtes en plastique qui vous font croire qu'il y a quelque chose, vous l'enlevez, il n'y avait rien dessous. Donc, quand vous étudiez ça, vous dites, mais en fait, on pourrait peut-être utiliser ces espaces vides intelligemment pour ajouter un système additionnel dont la seule vocation sera d'amener de l'énergie supplémentaire. Et ça, c'est ce que nous avons fait. Avec le Kangoo Z2 de Renault pour commencer, bon, c'est pas parce que c'était un Français, c'est juste parce que en termes de part de marché, le Kangoo Z2, c'est 98% des utilitaires électriques aujourd'hui déployés, donc le marché il est là. On est des gens très pragmatiques, hein, il faut quand même qu'on gagne notre croûte. Et donc on s'est intéressé à ce véhicule et on a très vite compris comment on pouvait venir s'insérer. Alors ça c'était la toute première version. Aujourd'hui la nouvelle
La version K3 qui lui a succédé a une implémentation différente. Les réservoirs sont plus dessous, il y en a un seul à l'intérieur. Et c'est un véhicule qui est immatriculé en France aujourd'hui depuis le mois d'avril. Donc on peut rouler avec un Kangoo hydrogène aujourd'hui en France. Et eux, ça les a beaucoup intéressés, évidemment. Donc on a commencé les expérimentations avec la Poste, dans l'Est en particulier, parce qu'ils avaient des contraintes justement, ils voulaient tester les véhicules dans les contraintes difficiles. Il fallait qu'il fasse froid, il fallait que ça monte, il fallait que... Bon, moi je ne sais pas parce que je vis dans le sud-ouest que je dis ça, mais disons que là-bas dans le Jura, là où ils font le déploiement, ils ont des contraintes qui sont difficiles, donc c'était un bon terrain d'expérimentation. Bien. Et c'est un modèle qui intéresse tout le monde en fait. Aujourd'hui, rien que sur le premier programme qu'on met en œuvre sur la région Rhône-Alpes d'ici la fin de l'année, on a 26 entreprises et collectivités qui sont déclarées pour une cinquantaine de véhicules. En France, on va se retrouver avec la flotte de véhicules hydrogène la plus importante en Europe, alors qu'on part de zéro. Alors que les Allemands, ça fait déjà 5 ans qu'ils sont dessus, que les Anglais ont pris de l'avance, etc. Ils ont tous fait de grands plans, ils ont tous pensé à faire de l'infrastructure, mais ils n'ont pas de véhicule. C'est un peu idiot quand même. Nous, on a fait un truc très bête. Alors, j'avoue, c'est pas très glamour. Hein. C'est pas une Mercedes classe B, c'est pas un gros SUV, machin, etc. Mais en fait, ça rend des services réels. La Poste, il nous explique que quand ils calculent le coût total de possession, ils sont prêts à acheter le véhicule 2 fois plus cher que le véhicule diesel, ils gagneront toujours de l'argent. Pour des tas de raisons. D'abord parce que les facteurs, une fois qu'ils sont montés dans un véhicule électrique, ils l'adorent. Ils le bichonnent, ils l'abîment pas, ils le lustrent eux-mêmes, ils s'en occupent, c'est leur bébé, ils ne veulent plus monter dans un autre véhicule derrière. De toute façon, quand vous avez conduit un véhicule électrique, vous n'avez franchement plus vraiment envie de monter dans un véhicule diesel derrière. Et en plus de ça, évidemment, le mix énergétique est extrêmement intéressant là-dedans, puisqu'on est compétitif avec le diesel déjà, rien que sur cette partie-là. Parce qu'en fait, vous avez à peu près 2 € pour 22 kWh de batterie, vous rajoutez 17 € à peu près sur la partie hydrogène, et vous avez un véhicule là, qui, quand vous faites de la livraison urbaine en diesel, consomme 11,5 litres. Ça, c'est la moyenne réelle de la Poste en ville. C'est pas 5 litres au 100, c'est 11,5 litres. D'accord? Donc vous voyez bien que dans ces cycles d'usage professionnel, on a quelque chose d'extrêmement pertinent tout de suite, avec un véhicule qui n'est même pas produit en série, et évidemment sur lequel on a des perspectives de réduction de coûts très importantes à partir du moment où on rentrera en mode d'industrialisation, ce qui est effectivement notre objectif. Mais on ne fait pas que de la petite puissance ou des prolongateurs d'autonomie, on peut aussi s'intéresser à des systèmes de très forte puissance. Alors là, j'ai sauté vraiment du coq à l'âne sur une application complètement différente pour bien illustrer tout le spectre qu'on peut aborder. C'est un projet extrêmement concret. On a fini la première phase d'étude. Cette première phase d'étude est en train de servir de référence pour toute la communauté européenne pour l'homologation des véhicules fluviaux. Il s'agit de remplacer les bateaux-mouches existants qui sont dont le pétrole, et qui sont bruyants, par un véhicule, un bateau, complètement mu par des piles à combustible, hydrogène. 1000 passagers assis, c'est quand même pas rien, hein. Ça transporte chaque année 2,5 millions de clients, tout ça. Ça fait 500 kW à faire, hein, les 3 moteurs électriques. On embarque 180 kg de H2. Alors ce qui est bien dans les bateaux, c'est qu'on a vraiment la place hein, pour mettre de l'hydrogène. Il n'y a pas besoin de mettre des réservoirs à 700 bars, 200 bars ça marche très bien. Vous avez tout à fait ce qu'il faut, ça c'est pas un souci. Et c'est un bateau qui a été entièrement conçu de A jusqu'à Z avec les architectes navals, etc., pour fonctionner. Donc c'est un programme qui prend 3 ans de développement quand même, hein, parce que c'est pas rien de faire un bateau comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que alors les modes d'approvisionnement de l'hydrogène étudiés sont en fait un peu identiques aux modes d'approvisionnement de diesel qu'ils ont aujourd'hui. Aujourd'hui, les bateaux-mouches, leur diesel, il vient par bateau, sur la Seine. Parce que faire des norias de camions qui viennent sur les quais pour remplir des stations, c'est pas génial.
Donc en fait, l'approvisionnement fluvial lui-même est déjà intéressant. On peut évidemment, et d'ailleurs on y travaille avec certains, penser à des barges qui seront capables, qui seront mues par des piles d'hydrogène, et qui seront capables d'amener cet hydrogène aussi. Dans le monde des bateaux, on est en train de faire aussi à Nantes, pour la Sémitan, une navette fluviale, avec un cofinancement de l'ADEME aussi, d'ailleurs celui-ci, qui permet de traverser alors, la rivière qui est au-dessus. Excusez-moi, mais pour moi, tout ce qui est au nord de la Garonne, c'est la Scandinavie, donc c'est pas mal. Et donc, dans des bateaux comme ça, on travaille sur un projet avec la DCNS pour faire des bateaux de pêche, des 11 mètres, des 22 mètres. Dans les applications marines et fluviales, il y a énormément de choses à faire. Et ça vous prouve que les piles à combustible sont capables d'aller à des niveaux de puissance relativement élevés dans la mobilité. Alors on avait fait la démonstration de ça avec un prototype de véhicule de course, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle la Green GT, qui est un prototype LMP2 pour Le Mans, qui a été développé par une écurie suisse qui s'appelle Green GT, qui devait être engagé sur Le Mans l'an dernier, mais ils n'ont pas eu assez de temps pour faire les tests, donc ça a été reporté à 2015. Mais on fait tourner ce véhicule en circuit, j'ai des vidéos de ça. C'est 300 kW dans une voiture de course, entièrement mue par des piles à combustible. Il n'y a même pas une batterie dedans pour démarrer. La batterie est externe au moment du démarrage. Tout le reste, c'est que de la pile à combustible. Et ça développe pas loin de... Enfin, c'est 500 chevaux et quelques... Et puis ça monte jusqu'à 300 km/h et c'est une vraie voiture de course. Donc on est capable de faire des systèmes de très forte puissance avec des piles à combustible, dans le format de voiture. On sait stocker. Il y a des tas de technologies de stockage. Alors dans la mobilité, aujourd'hui, on n'envisage pas le stockage solide. Pour un certain nombre de raisons, de contraintes d'usage. On n'envisage que des solutions de stockage sous pression, qui sont d'ailleurs les seules homologuées. Et les contraintes d'homologation sont extrêmement fortes. Si vous prenez un réservoir 700 bars, il doit résister en test à 3 fois sa pression maximale d'usage. Donc en gros, il doit péter au-dessus de 2100 bars. Donc ce qu'on fait, c'est qu'il y a des chambres de test dans lesquelles on met de l'eau sous pression dans les réservoirs jusqu'à 2100 bars, jusqu'à ce qu'ils éclatent. Et s'ils éclatent, en plus, il ne doit pas projeter de fibres. C'est-à-dire que quand il éclate, ça fait un truc comme ça, c'est assez rigolo à voir d'ailleurs, ça fait un machin qui s'ouvre, mais il ne doit pas en plus y avoir de projection. Donc les contraintes sur les réservoirs hydrogène sont extrêmement fortes. On n'a pas besoin d'ailleurs d'aller autant que 2100 bars alors qu'on fait 700 bars, pas quoi. Il faut savoir que ces réservoirs, en fait, c'est des liners, filets carbone, avec en pleine couche, etc., etc., et qui, vous pouvez faire du tir à balles réel dessus, vous pouvez mettre du C4 dessous. Si vous avez un accident avec une voiture et que vous n'aurez jamais cet accident, mais si jamais un poids lourd s'écrase sur votre voiture, le seul truc qui restera entier, c'est le réservoir. D'accord ? Donc, vous voyez, les contraintes de sécurité, ça se pense aussi comme ça. Alors, tout ça, c'est normalisé, ça s'appelle EC79, c'est normalisation européenne, ça fait partie des procédures d'homologation des réservoirs pour les véhicules, etc. Bien. Donc, on a ça. Il faut savoir aussi qu'on a des valves de sécurité très sophistiquées, des systèmes de capteurs. On est capable de détecter n'importe quelle fuite, de couper tout, et même de purger l'ensemble du système en quelques secondes. Tout ça, ça fait partie des stratégies qui sont mises en œuvre sur le Kangoo. Vous avez ça, hein. Vous avez même des petites tubes d'échappement qui montent vers le plafond, en fait. Et on peut libérer. Alors ça n'arrive que lorsqu'il y a une intervention de pompiers. C'est-à-dire si des pompiers veulent intervenir sur un véhicule dans un accident, sur des autoroutes par exemple, le pompier sait qu'il a un véhicule hydrogène, il sait où est-ce qu'il peut actionner la purge, il va vider la totalité des réservoirs et après il peut faire ce qu'il veut. Il peut découper à la disqueuse autour, il peut s'amuser. Il n'y a pas de souci. Donc il y a des contraintes de sécurité extrêmement fortes qui ont une incidence sur le coût, bien sûr, parce que le carbone, vous en avez beaucoup. Le carbone, c'est de la matière première produite par à peu près 4 sociétés dans le monde, plus ou moins, qui va pour l'essentiel dans l'aéronautique. Et donc le potentiel de réduction de coût sur le carbone est relativement faible, en réalité. C'est pas là-dessus qu'on va gagner beaucoup dans l'industrialisation. Par contre, dans les systèmes piles, aujourd'hui, sans aucune innovation, entre des systèmes piles comme ça, fabriqués à l'unité ou une centaine par an, et en fabriquer 10 000, il y a 90% de réduction de coût par simple effet d'échelle.
sans réinventer la poudre. Nous, on sait qu'en industrialisation, un système pile comme celui qu'on met dans un Kangoo, il sera vendable à 13 500 €. C'est-à-dire le coût d'un système batterie équivalent dans une voiture. C'est pas des millions. Alors, il y a des technologies éprouvées, il y a du gaz naturel pour distribuer l'hydrogène. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des toutes petites stations ou des très grosses stations. Donc si j'ai des flottes captives, c'est là où je reviens à mon business model de véhicule utilitaire, c'est que je sais aussi mettre des stations qui seront juste dimensionnées pour la taille de la flotte, et je vais les amortir beaucoup plus facilement parce que j'ai vraiment un bon rapport. Et ça, c'est très intéressant, bien sûr. Mais même pour des stations importantes, on me disait chaque fois, mais oui, mais la recharge électrique, ça coûte pas cher, etc., etc. Bon, allez, on va faire le calcul. On prend les vrais chiffres. On prend les vrais chiffres moyennisés dans la directive, le projet de directive carburant alternatif de l'Europe. On le compare avec des propositions réelles de fabricants et on regarde ce que ça donne. Et bien on s'aperçoit que moi j'ai essayé de comparer des pommes avec des bananes, donc il faut trouver un petit facteur commun. Et en fait, au bout du compte, qu'est-ce qu'on fait? On veut recharger un certain nombre de kilomètres, on veut rouler un certain nombre de kilomètres, d'accord? Donc, dans un cas, j'ai une solution qui est assez grosse, qui va coûter cher initialement, mais je vais enquiller des véhicules toutes les 3 minutes. Dans l'autre cas, j'ai une petite bande qui va me coûter moins cher, mais qui va économiser un véhicule pendant 8 heures, et puis qui va me faire que 120 km si tout va bien, mais en réalité à peu près 80 en moyenne. De l'autre côté, je suis entre 500 et 700 km, j'ai rechargé en 3 minutes, je fais tourner mon petit calcul et je me rends compte que, au bout du compte, la station de recharge hydrogène, en CAPEX, en investissement pur, coûte 3 fois moins cher que la station de recharge électrique. 3 fois moins cher. Uniquement là-dessus. Maintenant, si on va plus loin et qu'on regarde les coûts de génie civil, la station hydrogène, en général, pour une station de 100 kg, elle est amenée par un camion, elle est posée, elle est fixée au sol, machinée, c'est fait. Vous voulez tirer du câble pour amener de l'électricité vers des bornes, vous allez commencer à faire des tranchées, etc. En ville, 2000 € le mètre linéaire. C'est le coût moyen du génie civil. Vous rajoutez tous ces coûts-là, et alors là, la facture explose. Donc, voilà, il faut penser que quand on parle coût d'infrastructure, passer dans le monde de l'hydrogène, c'est pas un truc forcément complètement délirant. Oui, mais enfin, il y a quand même le coût. Là, dans ces cas-là, l'hydrogène vient de où? Oui, l'électricité. Bien sûr. Alors, l'hydrogène, évidemment, est transporté, et on a fait les calculs dans l'âge de mobilité de faire ce coût au kilomètre et le coût à l'hydrogène en incluant les coûts du transport. Parce que du côté du transport, les choses sont aussi en train d'évoluer. C'est-à-dire que l'hydrogène coûtait relativement cher à transporter quand on le faisait à 200 bars. Aujourd'hui, tous les gaziers sont prêts sur des solutions à 510 bars. Donc sur les camions, aujourd'hui, ce qu'on appelle les trailers, ils vont mettre des réservoirs de 510 bars. Alors l'intérêt de la manip, c'est que d'abord on va en transporter plus, mais surtout, le coût de l'étage compression sur la station coûtera moins cher. Parce qu'il faut aussi comprimer pour faire les tâches supplémentaires, arriver à 700 bars, si on fait des stations 700 bars, bien sûr. Et donc on a un étage de compression dans la station. Donc de l'énergie qu'on va aussi consommer pour faire ça. Bien. Si vous faites cette compression au départ dans une usine et que vous faites ça dans un réservoir à 510 bars et que vous en faites des quantités astronomiques, ça va coûter beaucoup moins cher à ce moment-là que de faire à la station. Donc c'est un des modèles qui font baisser aussi la facture. Et puis, on peut envisager, et c'est là où ça devient beaucoup plus intéressant et on retombe dans le domaine de Pierre, que ces stations sont des stations mixtes, qu'elles ont des électrolyseurs et qu'elles fabriquent de l'hydrogène directement au niveau de la station. Et ça, c'est un modèle qui est extrêmement intéressant. On l'a pris en compte aussi dans l'âge de mobilité France, la possibilité de faire ce genre de déploiement et d'avoir des stations qui sont des électrolyseurs qui produisent leur hydrogène, si possible vert avec de l'éolien à côté ou du photovoltaïque, et puis on a une solution autonome. Et ce modèle, évidemment, est beaucoup plus intéressant. Mais la plupart des modèles vont coexister, évidemment, pendant un certain temps. Alors après, si vous êtes dans le nord de la France, vous avez 2000 km de pipeline d'hydrogène pur qui existent aussi, ça vous ne savez peut-être pas. Mais il y a aussi des réseaux dédiés au transport de l'hydrogène. Un réseau. Il y a un réseau.
Alors, le déploiement des stations, évidemment, chaque pays s'est posé la question. Les premiers à s'être posé la question étaient les Allemands. Ils ont fait, le premier, ce qu'ils ont c'est appelé H2 mobilité. Et les Allemands étaient arrivés à la conclusion que, en gros, d'ici 2017, ils auraient déployé un millier de stations. Bon, entre-temps, la crise est passée, ils sont passés plutôt sur 2020 et puis un petit peu moins de stations. Il y en a 400 qui sont financés potentiellement aujourd'hui, mais ils ont déjà commencé leur déploiement. Par contre, ils sont embêtés parce qu'ils n'ont pas de voiture. Et alors, c'est le problème de la poule et de l'œuf, vous savez. Est-ce qu'il faut commencer par déployer des voitures pour avoir des stations, ou est-ce qu'il faut des stations pour avoir des voitures? Si vous parlez au constructeur automobile qui fait une voiture grand public, il va me dire, moi je ne bougerai pas le petit doigt tant que je ne suis pas sûr de vendre 10 000 véhicules au moins dans un pays. Donc faites-moi des stations partout et pas de problème, je vous ferai des véhicules. Bon. Ça veut dire qu'au départ, quelqu'un porte l'effort de la station, de l'investissement d'infrastructure, et des investissements qui ne vont pas être facilement amortis, ou pas du tout d'ailleurs dans une phase initiale. Et puis il y a une autre démarche, qui est celle qu'on a prise en France. On a joué un petit rôle là-dedans, c'est vrai, avec notre petit modèle, on a dit, mais vous savez, en fait, si on veut des véhicules utilitaires et qu'on fait des flottes captives, on va peut-être, au lieu de faire des stations à 1 million qu'on va mettre sur les autoroutes, il n'y aura pas de voitures dessus, on pourrait peut-être faire des logiques de clusters locaux, dans lesquels on a des stations semi-privées, semi-publiques, parfois cofinancées d'ailleurs, publiques-privées, qui vont servir à la fois des véhicules de la Poste, mais d'autres véhicules utilitaires, d'autres entreprises qui s'intéressent à la question. Et puis, tout ça, ça va coûter beaucoup moins cher. On va dérisquer l'investissement. On va commencer à avoir des véhicules partout. Et puis, on va commencer à mailler le territoire. Et puis, à un moment donné, on va dire, mais alors, si je les interconnecte par des corridors autoroutiers, que j'en mets une station publique au milieu là, puis une autre là, etc., vous commencez à créer un maillage de territoire. Et ça a été la démarche que nous, on a poussée dans H2 Mobilité France, qui vient de terminer ses travaux là, juste maintenant. Je peux en parler un peu, je suis responsable de la communication d'H2 Mobilité France, donc je connais bien les résultats. Et on a présenté ça à nos partenaires européens, qui ont tous ouvert des billes comme ça, en disant, mais on n'y avait pas pensé. Mais en fait, c'est super votre idée. Parce que on s'aperçoit qu'en fait, la démarche que nous avons élaborée nous permet de faire un déploiement d'infrastructures hydrogène 75% moins cher que celui que les Allemands et les Anglais ont envisagé. Et ce qui va nous amener, c'est un plan qui aujourd'hui, en plus, va trouver très probablement un financement européen avec le FCHJU. Le ministère de redressement productif s'y intéresse énormément. Vendredi demain, les trucs sont présentés aussi chez Ségolène Royal. Donc là, les politiques commencent à regarder la chose très sérieusement. Et pour conclure avec cette histoire-là, je pourrais la détailler un peu après si vous voulez, si on a un tout petit peu de temps pour présenter H2 Mobilité France. Vous allez voir qu'il y a d'ores et déjà aujourd'hui en France un très grand nombre d'initiatives prises par notamment des collectivités locales ou des entreprises pour déployer tout de suite des infrastructures de recharge d'hydrogène et des flottes captives. Aujourd'hui, nous avons, chez nous au sein du FCL, 13 villes qui sont engagées sur ce type de programme, avec des véhicules utilitaires et des petites stations. Près d'une centaine de véhicules en commande. Aujourd'hui, on est obligé de dire stop. L'année prochaine, pas de problème, on peut en mettre à 500 ou 1000 ou un peu plus. Mais cette démarche extrêmement pragmatique, qui repose sur une idée très simple, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça? On va faire ça parce qu'il y a des clients qui en ont besoin. On ne va pas faire ça pour se faire plaisir, ou pour inventer la voiture de demain qu'on vendra en 2030. On va faire ça parce qu'on va répondre à un besoin concret. Il y a des vrais clients pour ça. Il y a des vrais clients qui en ont besoin. Ils vont moins, ça va leur coûter moins cher de faire ce genre de solution que d'en faire d'autres. Ça va leur permettre de capturer des marchés qui aujourd'hui ne sont pas accessibles. Ça va leur permettre de rendre certains marchés captifs aussi. La problématique de la livraison, on parle de l'électricité, du moteur électrique, un de ses gros avantages, c'est qu'il ne fait pas de bruit. Donc si vous ne faites pas de bruit, vous pouvez commencer à livrer la nuit. Livrer la nuit pour un transporteur, c'est super intéressant, parce que vous échappez aux embouteillages,
parce que votre livreur va être beaucoup plus productif, il va coûter beaucoup moins cher, il perdra beaucoup moins de temps dans le trafic, il va moins s'énerver, et là, d'un seul coup, on peut inventer de nouveaux modes de livraison qui seront sans impact en termes de pollution sonore pour les usagers, pour les citoyens, et qui en plus vont décongestionner les centres-villes dans les périodes de trafic. Donc, celui qui a compris ça, le transporteur qui a compris ça, qui va se positionner là-dessus, il va capturer des marchés, très vite. Or, ce sont des marchés extrêmement compétitifs. Dès que vous perdez un chouïa, vous commencez à avoir un business model en difficulté. Donc, c'est extrêmement stratégique pour ces gens-là. Mais il n'y a pas que, hein, il y a tout un tas d'entreprises qui s'intéressent à ces solutions-là. Alors, pour parler des véhicules grand public, quand même, malgré tout, il y a celui-ci qui est assez connu parce qu'il en a aussi déployé quelques-unes en France récemment chez Air Liquide à Sassenage, déployé au Danemark, un peu en Angleterre, mais surtout aux États-Unis. Hyundai a lancé la première usine de production de véhicules en série. Ils en fabriquent 1000 par an aujourd'hui en Corée. Des iX35. Bon, moi j'ai roulé dedans. Hein. C'est exactement la même chose qu'un véhicule traditionnel, sauf qu'il finalement ne fait pas de bruit, c'est un véhicule électrique. Alors le problème pour eux aujourd'hui, c'est qu'ils sont quand même un peu chers, ils sont un peu dans le haut de gamme, hein. Ils sont à 140 000 € si vous l'achetez, mais en fait ils ont un autre business model. Leur business model, c'est de faire la location. Donc en Californie aujourd'hui, ils vous le proposent pour 500 $ par mois et vous avez en plus l'hydrogène inclus. Alors vous avez Toyota et Honda qui sont en train de faire ce genre d'expérimentation aussi, qui ont tous ciblé la Californie. Honda, ils vous vendent même le petit système électrolyseur perso avec son truc photovoltaïque pour fabriquer vos grammes d'hydrogène à la maison si vous voulez. Toyota a des ambitions extrêmement fortes sur ce sujet-là. Ils ont très clairement dit, Toyota, la batterie, excusez-moi le terme, c'est une connerie. Donc on n'en fera pas, c'est pas là, on arrête, ils ont arrêté d'ailleurs les programmes sur les petits véhicules batterie. Toyota, ils ont dit, next big thing, c'est l'hydrogène. Et leur objectif aujourd'hui, c'est d'un véhicule à 40 000 € d'ici 2-3 ans. Et là, ça commence à devenir intéressant, bien sûr. Je ne sais pas combien sera le diesel dans 10 ans, mais ça c'est encore un autre débat, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le vrai fond du problème. Le vrai fond du problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une appétence de la part des gens, de la société, pour des solutions qui polluent moins. Parce qu'aujourd'hui, on sait que la pollution, c'est d'abord des problèmes de santé. En Angleterre, on sait aujourd'hui qu'on impute à peu près 17 000 morts cardiaques par an aux pollutions dues au diesel. Sur les accidents cardiaques uniquement, je ne parle que de ça. Donc vous avez un coût pour la santé qui est extrêmement important pour la société. Les gens ont de plus en plus conscience de ça. Et cette appétence, elle est en train de grandir. Donc ça veut dire que la société, elle est prête à accepter des nouvelles solutions, à condition que ces solutions préservent leurs critères de valeur. Alors c'est pas forcément le porte-monnaie. En fait, ce qu'il faut voir, c'est quand vous achetez un bien de consommation, quel qu'il soit, il y a un certain nombre de valeurs d'usage, des attributs de valeur ajoutée. Ça peut être la sécurité d'usage, ça peut être le coût, ça peut être le plaisir, ça peut être la valorisation sociale, il y a plein de facteurs. Moi j'en vois à peu près une douzaine. Et l'ensemble de ces facteurs, évidemment, varie selon les individus, mais quand vous moyennisez tout ça, vous savez en gros pourquoi un individu achète tel type de véhicule. Bon. Et donc, ce qu'il faut essayer de regarder, c'est est-ce qu'on est capable, avec une solution de substitution, parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait là? On se substitue aux véhicules thermiques, on ne fait pas grand-chose d'autre. On ne crée pas de nouveaux usages. On remplace une ancienne technologie par une nouvelle. Si vous remplacez une ancienne technologie par une nouvelle, que vous n'apportez pas de valeur ajoutée et que vous coûtez 10 fois plus cher, vous ne vendrez jamais. Ça ne marche pas, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Donc, quand on vous dit le véhicule électrique à batterie, parfait, on va en mettre partout, mais les gens disent oui, mais moi, mon attribut de valeur ajoutée, c'est d'être capable, si je veux, de prendre ma voiture quand je veux, pas parce qu'elle est immobilisée en recharge, quand je veux, pour faire 200 km pour aller voir maman qui est malade ce week-end,
Si c'est ça l'attribut de valeur pour le consommateur, il n'y a aucune chance qu'il achète un véhicule électrique à batterie. Aucune. Là, les marketeurs ou les ingénieurs qui sont derrière ce concept, qui disent oui, mais de toute façon, c'est 30 km en moyenne par jour, ils ne sont pas dans la réalité. Moi, je suis un homme de marketing, je vous dis que ce qui compte, c'est ce que le consommateur a dans la tête. Et le consommateur a dans la tête, il a quoi? Il a 110 ans d'usage du véhicule thermique, qui fait tant de kilomètres par jour, qui est toujours disponible, qui a une sécurité d'usage à peu près garantie, etc., etc. Si vous n'êtes pas capable de répondre à ces problématiques-là, vous serez obligé d'attendre la 40e génération des petits-enfants qui, eux, n'auront plus du tout les mêmes référents avant de commencer à vendre vos véhicules. Donc, si vous voulez faire ça aujourd'hui, il faut répondre aux problématiques des consommateurs aujourd'hui. Alors, ceux qui ont le porte-monnaie aujourd'hui sont des gens qui ont vécu avec la voiture thermique. Donc, il faut leur rendre le même niveau de service et mieux. Et le mieux, c'est quoi? Ben, c'est je ne pollue pas, je ne sens pas de mauvais, je ne fais pas de bruit, je suis respectueux de la nature, je contribue au développement durable, etc., etc. Voilà. Et éventuellement, certains attributs de valeur du genre, ah ben moi je suis un pionnier parce que regardez, moi j'ai une voiture électrique et puis toi tu as encore ton truc qui pue. Vous permettez mon langage fleuri? Bon. Voilà, c'est ces problématiques-là auxquelles il faut répondre quand on est dans le monde du grand public. Le monde dans l'entreprise, je vous l'ai dit, il est mûr aujourd'hui. Il est mûr aujourd'hui parce qu'il a des contraintes économiques parfaitement identifiées. Il y a un bilan à faire, il y a des chiffres à aligner. On dit, moi je suis gestionnaire, je voudrais que ça me coûte moins cher. Ou je voudrais gagner des nouveaux marchés à tel prix. Voilà. Voilà où on en est. Pour faire un premier tableau. Peut-être qu'avant de vous présenter très brièvement les résultats extrêmement intéressants de H2 Mobilité France, vous avez tout un tas de questions qui vous viennent à l'esprit pour Pierre, pour moi. On peut peut-être faire un petit round tout de suite, parce que sinon on parle, mais... Oui. J'ai une question toute simple. La durée de vie des voitures qui ont envisagées aujourd'hui sur l'hydrogène, c'est combien? Excellente question. Alors, la durée de vie, il faut penser durée de vie du système et durée de vie de la pile. Pour le moment, il y a deux échelles. Durée de vie d'une pile aujourd'hui, dans les conditions actuelles, c'est en gros dans les 5000 heures. C'est-à-dire en gros la durée de vie d'un moteur. À peu près 300 000 km. On sera assez rapidement à 7000 heures. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que dans le système pile, il y a d'autres composants qui ont une durée de vie beaucoup plus élevée. En particulier les compresseurs d'air et un certain nombre d'autres équipements. Le réservoir, par exemple, qui coûte cher. Le réservoir, c'est 30% du coût de la solution. Donc, ce réservoir-là, vous le sortez d'une voiture, il est comme neuf quand vous le mettez dans une autre après 300 000 km. Le compresseur d'air, il a 20 000 heures. C'est bien plus que ce dont on a besoin dans le monde de l'automobile aujourd'hui. Donc, il y a une véritable logique, du point de vue des industriels qui font des systèmes piles pour la voiture, de recycler, de récupérer un maximum de choses. Et ça va très loin, puisque, en fait, dans la pile elle-même, à peu près 80% de la pile est complètement reconditionnable. Ce qui s'use dedans, c'est la membrane polymère. Ça, on la vire. Tous les métaux, on récupère, les plaques dipolaires, le platine. Aujourd'hui, on est sur des technologies platine. Demain, ce sera cobalt ou d'autres trucs. L'ensemble de ces choses-là se récupère. Et d'ailleurs, dans nos business models pour calculer nos prix, on prend en compte le fait qu'on va récupérer ces systèmes-là pour les reconditionner pour des véhicules futurs. Ça nous permet de faire baisser le coût des solutions. Donc il y a énormément de possibilités de réemployer avec des systèmes piles. Une batterie lithium-ion, c'est une autre histoire. Oui. Question corollaire, vous avez parlé de la durée de vie ferroviaire, en fait, du coup, en cyclabilité, on a l'image, pas du coup la durée de vie d'une pile à combustible, oui. est liée aussi au cycle d'allumage. Non. Il y a un élément qui peut éventuellement être impacté par ça régulièrement, c'est le convertisseur DC-DC quand vous êtes dans un véhicule hybride. C'est-à-dire que vous avez une pile à combustible qui est hybridée avec des batteries, vous avez un convertisseur DC-DC. Donc vous avez de l'électronique de forte puissance. Là, c'est un endroit où il peut y avoir effectivement un impact sur ce genre de choses. Mais pour le reste, non, c'est pas notre souci aujourd'hui.
c'est pas notre souci. Oui. La pile à combustible peut aussi bien être alimentée avec de l'hydrogène pour l'électrolyser qu'avec un hydrogène de qualité industrielle sans que ça nuise à sa durée de vie. Alors, il faut évidemment utiliser de préférence un hydrogène de bonne qualité, qui est normalisé d'ailleurs, hein. Je ne me rappelle pas le nom de la norme, excusez-moi, qui est un hydrogène d'une assez grande pureté. Parce qu'effectivement, s'il n'est pas assez pur, vous avez des résidus de soufre, des choses comme ça. C'est la formule, parce qu'il y a H2S, monoxyde de carbone, c'est à ça que je pensais. Ouais. Et ça, effectivement, ça peut impacter sur les membranes en particulier ou oxyder les systèmes. Donc, on préfère travailler avec de l'hydrogène d'assez bonne qualité, c'est sûr. Maintenant, on a aussi des stratégies pour ça, parce que un système à pile à combustible, il y a des logiques de purge. Très très régulièrement, on purge le système. Parce qu'il y a toujours des résidus de soufre, des choses comme ça. L'hydrogène n'est jamais totalement pur. Et ça, c'est l'ennemi de la membrane. Donc, on purge. Et ces stratégies de purge, elles peuvent être adaptées en fonction de la qualité de l'hydrogène, ou de la dégradation du système, ou de son humidification, etc., etc. Et tout ça, c'est contrôlé par logiciel. Donc, on a énormément de possibilités d'amélioration là-dedans. Nous, on voyait au départ le prolongateur d'autonomie pour Kangoo, il a très peu de puissance, hein, parce que son seul objectif, c'est d'amener un supplément d'énergie, j'aurais presque dit d'âme, ça m'a failli m'échapper, un supplément d'énergie au véhicule à batterie, en lui fournissant, avec 5 kW, sur une réserve d'environ 26 kWh, de l'énergie. Donc ça veut dire qu'effectivement, dans le cycle d'usage, on est plutôt conçu pour un véhicule qui va, par exemple, qui va rouler 4 heures. Ce qui est super bien dans ce véhicule, vous êtes à l'arrêt, au feu rouge, ou dans un embouteillage, et vous voyez que votre batterie, elle continue, elle remonte. Elle a plus de réserve qu'avant. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, la pile, tranquillement, continue à alimenter la batterie et à la recharger. Ça, psychologiquement, pour le conducteur, c'est vachement bien, je vous le garantis. Et donc, dans qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que dans ce genre de système-là, au début, on était parti du principe qu'on arriverait à peu près à doubler l'autonomie du véhicule. Ok? En réalité, sur les tests réels qu'on a aujourd'hui, on a dépassé les 300 km et on pense qu'on peut faire un NDEC, en cycle NDEC, 425 km. C'est encore mieux que ce qu'on espérait faire au départ. Donc là, on fait plus que doubler l'autonomie du véhicule en doublant l'énergie supplémentaire apportée dans le véhicule. Parce qu'on a aussi un impact global sur le système. La batterie fonctionne beaucoup mieux quand elle est maintenue en permanence comme ça. La batterie, ça s'use quand on s'en sert et ça s'use quand on s'en sert pas. C'est pour ça que j'aime pas cet animal. Donc, je vous dis ça parce que c'est des expériences bêtes. Quand vous êtes à la campagne, vous avez un tracteur, tondeuse ou un machin, etc. et que vous sortez de l'hiver et que le truc ne veut plus démarrer, vous pestez contre les batteries. Les batteries, c'est 80% des problèmes d'intervention chez les concessionnaires auto. Vous savez que c'est autant que ça? Les problèmes de batterie au départ. C'est des chiffres qu'on a eu chez PSA. C'est étonnant, hein? Mais c'est des chiffres publiés en plus par le CCFA. Sur des batteries con. Pardon? Sur des batteries con. Oui, sur des batteries con. Sur des lithium-ion, non, c'est un peu différent, c'est sûr. Mais dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que la batterie, quand c'est presque un organisme vivant, une batterie. C'est très organique comme système, en fait. Donc, ça a besoin d'être alimenté tout le temps pour bien vivre. Et donc, en fait, on augmente la durée de vie des batteries. Avec un système pile à hydrogène couplé dessus. Oui. Quels sont les rendements des piles à combustible? Dans un sens et dans l'autre sens. Alors, et puis les perspectives, bien sûr. Oui. Aujourd'hui, alors, tu pourrais parler des électrolyseurs bien mieux que moi, parce que moi je suis un peu bavard là, dans l'histoire. Sur les électrolyseurs, il y a les électrolyseurs PEM et l'électrolyseur alcalin. Oui, ben, l'électrolyseur, visiblement, on est à peu près à 70-75% de rendement. En alcalin. En PEM, je ne sais pas. En PEM, on est à plus de 92-93%. Pourquoi? En PEM. En PEM. Donc en pile à combustible. Un PEM, c'est la pile à combustible à l'envers. Vous avez des électrolyseurs PEM aujourd'hui. C'est une nouvelle technologie qui est plus coûteuse, mais qui a des rendements de l'ordre de 93 à 95%. PEM? Oui. Alors, rappelez-moi ce que ça veut dire, PEM.
C'est de la membrane. Polymère. C'est une pile à combustible à l'envers. Pour le coup. Comment on dit déjà? Deuxième avantage. Voilà. Voilà. C'est la membrane d'échange de protons. En anglais. L'autre avantage, c'est que la PEM, vous pouvez faire du stop and go. Ouais. Vous n'avez pas de temps de mise en route du système sur les... Alors que l'alcalin, vous êtes contraint, vous pouvez vous arrêter pour une maintenance annuelle, mais vous êtes contraint, si vous voulez conserver un bon rendement, de travailler jusqu'à 20% de sa puissance nominale. Alors que la PEM, vous pouvez mettre des électrolyseurs PEM au pied des éoliennes, qui vont s'arrêter du rendement. Et pas de l'alcalin. Alors ça, c'est le rendement dans ce sens-là. Donc ça, c'est 85%. 95%, les PEM, aujourd'hui, 93 à 95%, ça dépend chez qui on va. Céramique, donc dans le sens 95, dans le sens de l'électricité vers l'hydrogène. Dans le sens de l'électricité voilà. vers l'hydrogène. Dans l'autre sens, la pile à hydrogène qu'on utilise aujourd'hui à membrane échangeuse de protons, donc toujours des piles PEM, qu'on utilise dans la mobilité, on a entre 45 et 50%. Ok ? Le reste, c'est de la chaleur, qu'on réutilise d'ailleurs, hein, en partie. Et le rendement dépend beaucoup de l'intensité de courant sur les électrodes. Oui. Alors, évidemment, bon, si on charge en catalyseur, vous avez les piles à combustible qu'on utilise dans les navettes spatiales, etc., parce que ça fait très longtemps. Hein. Tout ce qui est allé sur la Lune, ça fonctionnait avec des PEM, faut le savoir, hein. C'est pas avec des batteries. Ces systèmes-là étaient très chargés en catalyseur, donc du coup coûtaient très cher, parce qu'en là, les quantités ça y est, je suis fatigué. De platine, merci, étaient très importantes. Le platine, c'est 50 000 € du kilo. Donc, évidemment, vous pouvez faire des piles qui ont des rendements très très élevés si vous mettez beaucoup de ce catalyseur. Aujourd'hui, la tendance actuelle, c'est de réduire évidemment la quantité de platine pour rester à des niveaux de rendement de l'ordre de 45 à 50%. D'accord ? Et on n'est pas loin, dans un système comme ce qu'on a nous, d'avoir autant de platine dans le système pile que vous en avez dans le pot catalytique. Donc là, encore une fois, c'est un transfert. Vous enlevez une voiture diesel, à la place vous mettez une pile à combustible, le bilan, il est nul du point de vue du platine. Je crois qu'il serait bon de rappeler l'efficacité du diesel aussi. Bon, l'efficacité du diesel, c'est en cycle urbain réel entre 25 et 27% si tout va bien. Parce que monsieur faisait l'amour quand on lui a dit 50%, c'est bien de rappeler les... En fait, le rendement du diesel. Le rendement, c'est pas le problème. Une centrale nucléaire à basse température, ça a un rendement de 33% à peu près. Je ne me trompe pas, c'est à peu près ça. Hein. C'est le chiffre de l'administration. Sortie centrale. Voilà, sortie centrale. Bon. Donc, en réalité, c'est pas ça la vraie problématique. La vraie problématique, c'est l'équation du véhicule. C'est pour un coût donné, dans un volume donné, quelles sont mes performances en termes de kilomètres, donc d'autonomie, de capacité d'emport, de capacité de charge, etc. L'équation automobile, c'est toujours ça. Vous avez un volume donné, vous ne pouvez pas faire un véhicule qui est trop grand, un truc qui est trop petit. Donc, vous devez répondre à une équation de l'automobile. D'accord ? Et ce qu'il faut voir, c'est est-ce que le système pile, avec 50% de rendement, permet d'atteindre les objectifs de l'équation automobile. Et la réponse est oui. Aujourd'hui, on sait faire avec un système pile à hydrogène actuel, sur les générations existantes, parce qu'on sait qu'on fait déjà beaucoup mieux en labo, on sait qu'on sait faire entre 500 et 600 km avec une petite berline, hein, sur une FCX Clarity Honda, sur un X35 ou autre. D'accord ? En réalité, les performances doublent à peu près tous les 2 ou 3 ans à l'heure actuelle. Les performances, il faut l'avoir au niveau de la taille du système. Le Generation 4 de General Motors initial, entre ce système-là et le système 5 qui est sorti l'année dernière, ils ont divisé par 2 le volume total de l'ensemble du système pour les mêmes performances.
Okay. La plupart des constructeurs sont à peu près dans ces données-là. Donc on est en gros à 3 kW par kilo quand on est très performant aujourd'hui. D'accord. En labo, on sait s'approcher des 5. Mais déjà, 3, c'est bien, hein. On a atteint les objectifs. Alors, évidemment, il y a des stratégies pour améliorer ça. Les stratégies se jouent au niveau de la membrane. Alors là, vraiment en recherche fondamentale. Hein. Toyota, ils ont passé 2 ans au CERN à faire des tests. Hein. On fait tourner des trucs. Hein. Parce que tout ça, c'est les membranes échangeuses de protons. C'est pas très bien comment ça marche en réalité. Il y a un peu de magie là-dedans qu'on ne comprend pas très bien. Donc, ça se passe là. C'est pour ça que le CEA est très bon dans ce domaine-là. Nous, on utilise une techno CEA à la base. Hein. On a une licence CEA. Après, on a co-développé avec eux les nouvelles générations. Ils ont des capacités de recherche spécifiques qu'on n'a pas en tant que PME, bien sûr. Après, ce qui permet d'énormément améliorer les performances, c'est la qualité du logiciel. En fait, la différence entre 45% et 50%, vous la faites dans la façon dont vous savez gérer votre système par du soft. La gestion des purges, la modélisation des usages, donc il y a tout un tas de choses qui font qu'on peut être très performant grâce au logiciel. Et nous, 60% des gens qui sont chez Saint-Bleu viennent du soft. Nous, on a vraiment développé une carte mère avec des processeurs, il y a des interfaces 3G dessus, du Wi-Fi, du machin, etc. Et on fait du soft, on fait du vrai soft. Alors après, c'est vrai que quand on regarde un BMS, une voiture à batterie et le buscan du constructeur, et qu'on voit comment c'est fait, ils sont à un stade de paléontologie de l'informatique. Et ce gars, moi je l'ai entendu de la part du père fondateur des systèmes PIV de General Motors dans une réunion à Chicago, mais de toute façon, là, ce qui fait gagner la différence, c'est dans le soft que ça se passe. Après, vous avez d'autres performances qui s'atteignent dans les plaques bipolaires elles-mêmes, ce qu'on appelle le flow field en particulier. Une plaque bipolaire, il y a des fluides. Vous avez de l'hydrogène, de l'oxygène, vous avez de l'eau. Et l'optimisation de ces chemins, la façon dont on les amène, le dessin de ces plaques, qui en fait après sont abouties, hein, c'est du stamping, est extrêmement déterminant sur la performance des piles. Extrêmement déterminant. Et sur le coût du système à l'industrialisation après. Il y a un doigt qui se lève. Vous parliez des membranes, des thèmes, là, regardez il y a d'autres technologies qui alors, ne sont pas forcément adaptées à la mobilité. Absolument. Pour les purs, mais même alors, au mouche et tout, ça pourrait être... alors le problème, les autres solutions auxquelles vous pouvez faire allusion en particulier sont les SOFC, donc les solides oxydes fuel cell, qui elles, en gros, peuvent utiliser à peu près n'importe quoi, pas de l'hydrogène pur, c'est pas utile. L'inconvénient de ces systèmes-là, c'est qu'ils fonctionnent à des températures élevées. De l'ordre de 800 degrés aujourd'hui, et les perspectives, c'est d'arriver à faire à 600 degrés, c'est pas mal. Hein. 600 degrés, il y en a pas mal qui sont pas loin de ça. Alors, ces systèmes-là, évidemment, tout le monde les a regardés. En mobilité, c'est non. Ils sont très lourds, ils sont très imposants, il faut les monter à température. Ça pose des problèmes dans des environnements qui sont extrêmement contraints avec beaucoup de vibrations, etc. etc. Par contre, dans la plupart ou la quasi-totalité des applications stationnaires de forte puissance, ce sont ces piles-là qu'on utilise. Okay. En gros, quand on est en dessous des 500 kW, plus ou moins, les systèmes PEM sont très performants, y compris en stationnaire, et moins chers. Quand on est dans les ordres d'idées du mégawatt, les SOFC sont plus intéressantes. Donc quand vous avez des gros data centers qui ont des piles à combustible, ce sont des piles à combustible de type SOFC. D'accord ? Après, il y a d'autres technologies, hein, il y a des DMH, il y a plein de trucs, des EMC, je sais pas quoi. En particulier dans le nomadisme. Mais pour le sujet qui moi, est au cœur de mes préoccupations, c'est-à-dire la mobilité, les SOFC n'ont été envisagés que dans un cas particulier par Delphi aux États-Unis pour les installer sur des poids lourds pour faire les idle time. Alors les idle time, c'est quoi? C'est ces moments où le camion est à l'arrêt
où il ne fait rien, mais il a besoin de continuer à donner de l'énergie. Parce qu'il y a du truc frigorifique, de l'air conditionné ou autre, etc. Il y a une législation qui fait que dans 35 États des États-Unis, les algorithmes aujourd'hui sont interdits. Donc les camions sont obligés de s'arrêter. Ils doivent couper la clé de contact pour des raisons de pollution, de bruit, etc., etc. Et pour répondre à ce besoin spécifique, l'idée c'était d'avoir effectivement une pile de type SOFC à bord du camion, quand il est à l'arrêt, qui allait en fait sur une base de carburant conventionnel, de fabriquer de l'électricité. Delphi n'a pas eu un grand succès avec ça. Je les ai rencontrés au Canada, ils nous ont expliqué un peu leur truc. Bon, c'était pas un gros business pour eux. Mais on n'attend pas de ces SOFC d'être une solution à la mobilité. En tout cas, l'ensemble des constructeurs automobiles ne regardent plus cette solution aujourd'hui. Pardon ? Sur les bateaux. Alors, sur les bateaux, c'est exact. Absolument. Sur les bateaux, c'est exact. Mais sur les bateaux, ce qu'on envisage aussi, c'est des reformeurs à bord. En fait, c'est d'avoir des piles à combustible de type PEM, mais l'hydrogène va être fait par du reformage de combustible fossile à bord. Ça, c'est la technique utilisée par Siemens dans ses sous-marins. Siemens est en train de tailler des croupières à tous les fabricants de sous-marins dans le monde aujourd'hui, parce qu'ils ont des sous-marins piles à combustible, hydrogène. Mais l'hydrogène n'est pas embarqué sous forme d'hydrogène pur, il est reformé à bord. Sur la SOFC, c'est le même principe aussi, c'est aussi de l'hydrogène, oui. Mais il y a le reforming avant, qui est plus facile parce que c'est déjà en température, etc. Ouais. Et c'est aussi une file qui marche sur l'hydrogène. Alors, dans des contraintes d'usage particulières, sur les bateaux, de toute façon, les gros bateaux en particulier, faut voir ce qu'on brûle aujourd'hui comme diesel dans ces bateaux-là. Hein. C'est les choses les plus horribles qui sortent des raffineries. Hein. C'est les résidus. Hein. C'est horrible ce qui brûle dans un bateau. Nous, chez Symbio, on a un responsable de tout le business qui s'occupe des affaires fluviales et marines, qui est un ancien capitaine de la marine marchande, et qui est un grand fan de la pile à combustible depuis une dizaine d'années. Et il a tout fait, il a fait tous les métiers là-dedans, du mécano au machin, jusqu'à finir par devenir capitaine. Et il nous a raconté ce qu'on brûlait dans les véhicules, dans les bateaux diesel, mais c'est à pleurer. Hein. Heureusement que personne ne sait ça, parce que les pires saloperies sont là. Juste comme information, la législation a juste changé avec des histoires anciennes, et demain, ce qu'on appelle les sites auront des caractéristiques beaucoup plus acceptables en termes d'environnement. Demain, oui. Heureusement qu'il y a des contraintes là-dessus fortes aujourd'hui. Mais c'est vrai que dans la marine, il y a de plus en plus de gens qui viennent voir les fabricants de piles à combustible pour dire est-ce que vous n'auriez pas une solution à un autre problème. Oui. Donc WH2 et Symbio-FCL, vous pouvez vous entendre sur les trois buts que vous aviez cités, lutter contre le réchauffement, rétablir la qualité de l'air et l'autonomie énergétique, ouais. Et sur l'idée présentée par le monsieur, d'utiliser le coproduit oxygène, moi j'aurais envie de vous dire, pourquoi vous ne mettez pas un quatrième critère qui est rétablir la qualité de l'eau, en particulier parce que les besoins de l'eau usée sont à partir de l'oxygénation, et puis même disons certaines propriétés de l'eau potable, ou la dépollution de l'eau potable, en particulier quand il y a un épandage accidentel de trichloroéthylène et tout, passe par l'oxydation couplée, utilisation de l'oxygène et du peroxyde d'hydrogène, pour arriver à casser les macromolécules et donc avoir une qualité d'eau potable. C'est ce que j'ai fait près de la ville de Québec. De toute façon, cet hydrogène, cet oxygène, pardon, sur ce projet-là, va être donné aux petits poissons. Mais il est évident que dans le business plan, l'hydrogène coproduit est destiné à être valorisé. Donc à un moment donné, effectivement, il pourra être soit utilisé localement, soit utilisé sur... Quand j'étais à la Générale des Eaux, j'avais fait comme vous, j'avais donné de l'oxygène aux petits poissons sur l'aqueduc de l'Ave quand les égouts de Boulogne débordaient.
Mais j'ai eu envie derrière de généraliser un certain nombre de choses à la qualité de l'eau. Et puis je tiens à votre disposition, si vous voulez, des consommateurs potentiels d'hydrogène. Oui. Non, après, c'est vrai que la qualité de l'eau, avec la DCE, donc avec la directive de qualité de l'eau, c'est un sujet très 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 touchy. Donc là, on dit qu'on met l'oxygène pour les poissons, on ne parle pas de qualité de l'eau. Rien de poisson. Et après, effectivement, cet oxygène pourrait être commercialisé. Il faut commercialiser.